I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va ? Ça va trop bien. Et toi ? Ça va bien. On est de retour de vacances. Oui. Et prête à parler de House of the Dragon ? Ouais, cette pause d'un mois, ça m'a fait du bien. Mais en même temps, ça m'a manqué aussi de papoter série et de juste se poser et papoter toutes les deux. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est passé vite et en même temps, ça a manqué un petit peu de parler de série. Qu'est-ce que t'as fait de beau, toi, pendant l'été ? Alors moi, je suis partie une semaine en Ardèche. Puisque j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une maison en Ardèche, donc perdus dans la montagne. Donc on en profite, surtout quand il faisait bien chaud. C'était agréable d'être dans une vieille maison et d'être dehors avec des arbres et du vent et tout ça. Donc voilà, c'était cool, c'était très très chill. On n'était pas nombreux, donc le programme ça a été lecture sieste et point de croix. Fantastique. C'est parfait. Voilà. Et après, je suis allée garder le chat et la maison d'un couple d'amis à moi. Et du coup, dans leur maison, c'est pareil, c'est un petit peu dans la nature avec des arbres et une piscine. Donc, c'était pas désagréable non plus. Tu m'étonnes. Et toi, t'as fait quoi de beau ? Moi, je suis partie quelques jours à la campagne aussi. J'ai une pote qui nous a invités dans sa maison de famille. Donc, c'était un peu comme toi, tu vois, programme chill, jardin, piscine, barbecue. C'était très, très bien. Super. Et puis ensuite, retour à Montpellier, avec du soleil, un peu de canicule, de la famille, des potes, quelques sorties à droite, à gauche. C'était très, très cool aussi. Très bien. Mm-hmm. Bon, alors malheureusement, pour les gens de Westeros, l'été n'a pas été aussi cool. Non, ça n'a pas été aussi cool, c'est vrai. Mais il s'est passé plein de trucs, ça c'est cool. Il s'est passé plein de trucs dans cette saison. Mais avant de parler de la saison 3, on s'est dit qu'on allait revenir un petit peu sur la saison 1 et sur la saison 2. Et de parler un peu des moments qui nous ont marqués dans ces deux saisons. Bon, si jamais vous avez besoin d'un peu de vous rafraîchir la mémoire, rapidement. Donc, dans la saison 1, on a Viserys qui est roi, qui n'a au début qu'une seule fille. Les filles ne peuvent pas hériter du trône, mais comme il n'a pas d'autres enfants, il déclare que sa fille sera son héritière et deviendra reine à sa mort. Sauf qu'après, il se marie avec une jeune femme qui lui donne un garçon. Et donc voilà, ça amène des conflits dans les deux clans. Parce que forcément, la famille de la nouvelle femme veut que ce soit le garçon qui devienne le roi, mais Rhaenyra, qui elle est l'héritière, veut garder son rôle que lui a donné son père. Il meurt à la fin de la saison 1. Il y a un coup d'état. Les Verts, comme on les appelle, les Hightower, déclarent que Aegon, le fils, est le roi. Rhaenyra déclare qu'elle est la reine. Et dans la saison 2, ce conflit augmente jusqu'à ce qu'on arrive. Il n'y a pas le choix, ça va être la guerre. Et dans la saison 3, on y est. On y est à fond. Et c'est ça qu'on aime. Qu'est-ce qui t'a marqué comme moment de la saison 1 et 2 ? Alors, moi, ce qui me reste le plus, je pense, de la saison 1, surtout, c'est tu sais, donc, en gros, dans la saison 1, ça commence quand les enfants sont jeunes, hein, donc Rhaenyra est jeune, Alicent aussi, donc qui la deuxième femme de Viserys, est jeune, et puis ensuite, on a un bond dans le temps, et on les voit être adultes, grosso modo. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois à quel point les tensions montent au sein de cette famille. Donc en gros, c'est un petit peu comme si c'était une famille recomposée. T'as le côté avec Rhaenyra qui ensuite a des enfants et se marie avec Daemon, le frère du roi. Et puis de l'autre côté, t'as Alicent avec ses enfants et son père. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois un peu à quel point les tensions montent entre les deux et t'as énormément d'incompréhension au fil du temps, au fil des épisodes. Et à chaque fois, tu te dis, mais en fait, chacun comprend les choses à sa manière et ça crée des tensions, de la paranoïa, du stress qui fait que les choses culminent. Donc, je dirais, mon moment fort de la saison 1, je pense que c'est quand il y a l'enterrement de Laena, Valérian, et que du coup, tout le monde se retrouve c'est pas Dragonstone, c'est à... Driftmark. Driftmark, merci.
Et c'est là où le conflit prend une autre ampleur avec les enfants qui se battent, Aemond qui récupère Vhagar, donc le plus gros dragon qui était le dragon de Laena. Les enfants se battent, Aemond perd un œil et les mères aussi en viennent littéralement aux mains à se dire non mais en fait il faut venger mon enfant. Donc ça je pense que c'est un des moments les plus forts de la saison 1 pour moi. Et toi? Ouais, carrément. J'en ai noté plusieurs. J'ai noté l'épisode où Rhaenyra accouche de son troisième enfant, qui est donc le fils de son amant et pas de son mari. Ouais. Et il y a plein d'accusations sur la bâtardise de ses fils. Et je trouve que c'est un peu un tournant, cet épisode, où jusqu'à présent, bon, il y avait de la tension, mais on faisait un peu bonne figure quand même. Et là, on n'essaye plus d'arranger les choses. Ouais. Rhaenyra, pour apaiser le truc, propose un mariage entre Helaena et Jace. Et Alicent le refuse complètement. Et là, je trouve que ça marque un point de rupture hyper fort. Et après, l'épisode 8, donc je pense que c'est celui qui suit celui dont tu parles avec les funérailles. Ouais. C'est quand l'héritage, donc du coup, c'est Luc, le deuxième fils de Rhaenyra, qui doit hériter de Driftmark. Et cet héritage-là est remis en question par son oncle qui dit bah non, désolé, c'est un bâtard. C'est moi qui dois hériter de mon frère, quoi, parce que mon frère du coup n'a plus d'héritier. Et là ça escalade encore. Et à la fin de cet épisode, il y a quand même le dîner. Viserys dit moi je veux qu'on s'assied tous à table et qu'on dîne ensemble. Et t'as un petit moment de réconciliation. T'as un petit moment où c'est léger, où tu les vois rire et tout, et t'es là. Ah, on pourrait se réconcilier, mais en fait, ça pète, ça finit en explosant, en fait, et tu vois bien, mais non, c'est pas possible, quoi, ils peuvent pas se remettre d'accord, quoi. Ouais. Et aussi, un truc que j'ai trouvé hyper fort, c'est l'épisode 9, quand Viserys est mort et qu'ils prennent le pouvoir, les Hightower, qui font vraiment littéralement un coup d'état. Ils font les trucs un peu en douce, ils enferment Rhaenys dans sa chambre parce qu'ils savent qu'elle va foutre la merde. Enfin, tu vois, vraiment, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment bien orchestré. C'est hop, tu fais ça, voilà, ils prévoient le truc tout de suite, quoi. C'est pas un hasard, quoi. Et c'est vraiment un coup d'état qui est bien orchestré et j'avais trouvé cet épisode hyper intéressant. Ouais. Je rajouterais aussi dans les moments de la saison 1, c'est vraiment une scène spécifique, mais je trouve qu'elle est très symbolique. C'est donc, du coup, il y a toute cette histoire de remise en question de l'héritage. Viserys est encore vivant, mais il est malade, c'est compliqué, et c'est Alicent qui règne à sa place. Et puis, donc, comme tu disais, je crois que c'est à peu près la même scène, d'ailleurs, où le frère de Corlys remet en cause l'héritage de Luc. Il va devant la cour en disant bon ben voilà, je vais plaider mon cas pour récupérer l'héritage. Et là, Rhaenyra défend l'héritage de son fils. Et puis là, t'as Viserys qui arrive, qui est l'ombre de lui-même. Tu sens qu'il a vraiment du mal, ne serait-ce qu'à se déplacer, limite même à respirer. Il a vraiment du mal à tout. Il est l'ombre de lui-même, mais il prend toutes ses forces. Il va jusqu'au trône. Il monte sur le trône. Et t'as même un moment où sa couronne tombe de sa tête et puis son frère reprend sa couronne et lui met sur la tête. C'était hyper fort. Je trouve que ce moment était vraiment magnifique parce que ça renforce encore l'amour du père pour sa fille. Et c'est vrai que même s'il a eu des fils après, il a toujours réaffirmé le fait que non, c'est Rhaenyra mon héritière, je veux que ça soit elle jusqu'au bout. Et malheureusement, ses volontés n'ont pas été respectées. Mais là, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ses volontés ne sont pas respectées, mais encore une fois, c'est un malentendu, c'est un truc qui fait que je pensais que, et donc finalement ça découle sur plein de choses. Et c'est pas juste Alicent qui se dit non mais en fait moi je vais prendre le pouvoir et j'en ai rien à faire de ce qu'il pense. C'est ça, elle a aussi elle comprend mal ses derniers mots, quoi. Ouais. Et mais je trouve ça bien que ça a été renforcé, que le souhait de Viserys que ce soit Rhaenyra qui hérite du trône. Oui. Parce que sinon, on pourrait dire ouais, bon, ok, il l'a fait tant qu'il avait pas de fils, et après, il a peut-être un peu oublié de le faire parce qu'il disait qu'il avait le temps et qu'il avait peut-être le temps d'y réfléchir ou que c'était pas urgent et tout, quoi. Mais non, en fait, il l'a réaffirmé et réaffirmé et réaffirmé, donc... En privé et en public, en plus. Ouais, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que t'as noté comme moment fort de la saison 2 ? Alors, dans la saison 2, j'ai noté l'épisode 4, quand il y a la bataille avec
il y a Rhaenys et Aemon et Rhaenys meurent et Aegon brûle. Ouais. Et alors déjà que Aegon brûle et soit attaqué par son frère, c'est la trahison hyper forte. La mort de Rhaenys aussi, j'ai trouvé que c'était hyper fort. Et je trouve que ce moment, c'est le moment où Rhaenyra, elle comprend que le seul chemin, c'est la guerre, quoi. Parce que jusqu'à ce moment-là, tu voyais qu'elle elle hésitait un peu à y aller. Enfin, pas qu'elle hésitait, mais je pense qu'elle était dans le est-ce qu'on peut trouver des compromis? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut juste les gens vont me suivre et tout et on va pas avoir à la guerre? Et là, elle se dit bah non, en fait, on va être obligé de se fighter. Ouais. Il y a que ça qui va être possible. En face, ils vont rien entendre. J'ai pas assez de soutien, donc en fait, il y a que la guerre qui est possible, quoi. Et je trouve que c'est un tournant aussi dans la saison 2. Ouais, clairement. C'est vrai que c'est un des moments où tu la vois faire son chemin par rapport à son plan. Comme tu dis, son but, c'est vraiment de respecter Viserys qui était paisible, qui, il me semble, n'a pas connu de guerre de son règne. Et donc, elle se dit, bon, j'ai pas envie de tout brûler le premier jour. L'héritage de son père, c'est la paix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un règne de paix et elle veut continuer comme ça. Elle veut pas être celle qui fout le feu, quoi. C'est ça. Mais malheureusement, ça va être compliqué. Bah oui, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et dans la saison 2, un autre moment que j'ai trouvé hyper fort, c'est quand Seasmoke, le dragon, il claim, comment on dit en français, quand tu sais, tu claim le dragon, tu réclames, j'ai envie de dire. Tu réclames, ouais, je sais pas. Bon, bref, quand tu t'associes à un dragon, et là c'est l'inverse en fait, c'est le dragon qui va choisir son humain. Ouais. Et j'ai adoré ce moment où il poursuit Adam et Adam il se dit mais je vais me faire cramer la gueule, et en fait il est là ah bah non. Et puis ce moment aussi où Rhaenyra elle comprend que il y a quelqu'un qui est sur le dragon de son mari présumé mort, enfin officiellement mort. Oui. Et voilà quoi, et ce moment avec sur la plage là quand ils sont les deux dragons face à face, c'est super cool quoi. Ouais, c'était sublime ça. Moi, moment fort de la saison 2, je rajouterais la rencontre entre Alicent et Rhaenyra. Où justement il s'est passé plein de choses, on se dit bon il y a que la guerre qui peut régler la chose quoi, et puis finalement Rhaenyra tente un dernier coup, se rend à King's Landing incognito et demande à rencontrer Alicent. Et puis là il y a une discussion entre ces deux femmes, donc ces deux femmes qui en plus ont grandi en étant meilleures amies et donc la vie les a éloignées, et j'ai trouvé ça très beau de voir leur réunion quelque part où tu sens que il s'est passé énormément de choses entre elles. Donc elles ont du mal encore à se faire confiance, mais il y a quand même encore un petit lien entre elles, et donc elles ont du mal aussi à savoir sur quel pied danser l'une avec l'autre. Et puis t'as ce moment où Alicent comprend enfin que quand Viserys dans son dernier souffle a parlé d'Aegon et que Alicent a pensé qu'il parlait de son fils à elle, Aegon, et bien en fait non, c'était Aegon le Conquérant. Et donc c'est Rhaenyra qui lui apprend et qui lui dit en fait t'as rien compris, il parlait pas du tout de ça, il parlait d'Aegon le Conquérant. Et donc j'ai beaucoup aimé ce moment aussi où Alicent réalise à quel point elle s'est trompée et à quel point ses convictions sont complètement fausses, et à quel point c'est elle qui a déclenché la guerre quoi. Alors qu'elle depuis le début elle est persuadée que non, elle fait ce qu'il faut pour Viserys, et c'est en face où ils n'acceptent pas la décision de Viserys et ils sont belligérants, et finalement on se rend compte que c'est elle qui a lancé le truc. Ah ouais, c'est clair, c'était bien ce moment-là aussi. Et puis à la fin de la saison où tout le monde se met en marche pour la guerre, tu vois chaque endroit où il y a quelqu'un, enfin les armées de tous les camps et tout qui se mettent en route, et ça c'était ultra fort comme fin de saison. T'étais vraiment waouh. Ouais. Ça va péter. C'est clair. Avant qu'on passe à parler de la saison 3, est-ce que tu nous ferais un petit résumé de cette saison 3? Oui, alors petit. J'ai essayé. Petit, je ne sais pas. Résumé, je veux bien, dans le sens où je ne vais pas tout vous raconter. Pour la petite histoire, j'ai été sur Wikipédia et j'ai regardé les résumés détaillés et j'ai essayé de condenser au maximum. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il s'est passé énormément de choses. Je trouve que quand tu le regardes, c'est pas si flagrant que ça. Mais alors, quand tu te poses et tu dis, OK, il y a tel personnage, tel truc, il se passe beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de faire un truc court. On va y aller. À mon avis, je pars pour 5 minutes. On va voir si je garde les 5 minutes. Donc, épisode 1, on a la bataille du gosier. Donc, on a dit, la saison 2 se terminait sur tout le monde part en marche pour la guerre. Et donc, l'épisode 1 commence vraiment sur une très, très grosse bataille. Jace, le fils de Rhaenyra, enferme sa mère et part se battre dans les airs avec Baela.
Corlys, lui, se bat sur l'eau face à la triarchie. Ouais, triarchie, ça me paraît bizarre de dire comme ça. Oui, c'est triarchie. Triarchie, Ouais, merci. triarchie, oui. C'est un mot bizarre. Bon, vous avez compris de qui on parle. Les pirates de la mer, là. Les pirates de la mer. Rhaena récupère Ship Stealer et veut aller se battre aussi pour aider sa sœur et son cousin. Elle entraîne la mort de Jace et Lowar, la chef de la triarchie, est tuée par Corlys. Alicent arrive à envoyer Aemond loin de King's Landing pour honorer son marché avec Rhaenyra. Pour rappel, Alicent avait débarqué à Dragonstone et avait dit à Rhaenyra, écoute, je fais partir Aemond, donc comme ça il n'y a plus la menace de Vhagar. Je fais en sorte que on ne t'attaque pas quand tu arrives et j'ouvre les portes et tu récupères King's Landing. Donc Alicent arrive à envoyer Aemond loin de King's Landing et lui, grosse surprise, embrasse Alicent pour lui dire au revoir. À côté de ça, Aegon et Larys, qui se sont enfuis de King's Landing, sont sur la route et se retrouvent capturés par des soldats acquis à la cause de Rhaenyra. Épisode 2, Rhaenyra est dévastée par la mort de Jace, mais elle récupère quand même le trône sans grande résistance. Aegon est introuvable, donc elle exécute Otto Hightower et Alicent et Helaena sont ses prisonnières. Aemond débarque à Harrenhal, tue Simon Strong et est blessé par l'un de ses fils, et puis finit par rencontrer Alice. Aegon et Larys s'échappent et décident d'aller à Rooksrest pour rejoindre Cole et son armée. Épisode 3, Daemon rencontre Ormond Hightower et lui demande de se rendre et de lui donner Daeron, donc le dernier fils d'Alicent. Et Ormond s'exécute, il met le genou à terre et il lui donne Daeron. Ce sont les premiers jours de règne de Rhaenyra, les caisses sont vides, elle n'a pas de conseiller et en plus, elle se retrouve avec ses règles. Elle décide d'organiser un banquet pour les riches, leur sert des rats et en profite pour saisir de la nourriture et la distribuer au peuple. Parallèlement à ça, Corlys demande à Rhaenyra d'anoblir Alynh et Adam. Elle lui dit pas maintenant, parce qu'elle est dans une position compliquée. Finalement, il y a l'adoubement des Dragon Seeds et donc on se retrouve avec Ulf White, Hugh Hammer et Adam of Hall. Corlys est furieux. Daemon part pour le Vale pour obtenir de l'argent. Ormond saisit Tumbletown, une petite ville sans défense près de King's Landing et grosse révélation, il n'a pas livré Daeron, il a livré un faux Daeron. Épisode 4, on a Cole et Gwaine qui arrivent à Harrenhal. Alice leur dit qu'Aemond s'est échappé et ils apprennent la chute de King's Landing et décident de ralentir la progression de l'armée de Rhaenyra, donc l'armée des Riverlands. Rhaenyra crée son conseil, elle a du mal à trouver une stratégie pour Tumbletown. Est-ce qu'il faut tout brûler comme dit Daemon ou est-ce qu'il faut avoir plutôt de la prudence? Daemon arrive dans le Vale, il récupère de l'or et puis en repartant, Caraxes l'emmène dans une grotte en hauteur. Il se retrouve face à Rhaena et découvre que c'était elle qui a récupéré Ship Stealer. Il revient à King's Landing avec le crâne d'un berger en disant à Rhaenyra que c'est le cavalier de Ship Stealer. De son côté, Aegon va voir Sunfire, son dragon qui était laissé pour mort, et est persuadé qu'il est encore vivant. Puis il arrive à Rooksrest avec Larys. Ormond décide de mettre Daeron sur le trône et Alicent découvre qu'Helaena est enceinte. Épisode 5, Cole et Gwaine attaquent l'armée d'Oscar Tully, mais finissent coincés quand Tully s'attaque à leurs chevaux et les force à finir à pied. Gwaine repart pour King's Landing, Cole décide de continuer pour mourir au combat avec ses hommes. Alice soigne Aemond et il lui sauve la vie. Aegon et Larys tombent sur Tywin Lannister. Rhaenyra galère toujours avec son Small Council. Alicent demande à Orwyle du thé pour faire avorter Helaena. Et Alicent et Helaena essayent de s'échapper, mais se retrouvent coincés dans les murs du château. Parallèlement à ça, on a plusieurs Gold Cloaks, donc c'est la garde de la ville menée par Daemon, qui sont retrouvés morts à King's Landing. Daemon mène l'enquête et arrive à motiver ces Gold Cloaks il arrive à les motiver à travailler gratuitement, parce que c'est, encore une fois, on n'a pas d'argent. Il finit par découvrir que c'est Ormond qui est derrière tout ça et que Ormond veut que Daeron soit roi. Et à la fin de l'épisode, d'autres Gold Cloaks sont sauvagement assassinés. Épisode 6, Cole tombe dans une embuscade et meurt, pas du tout au combat. Aegon, Larys et Tyrion se disputent sur le plan. À suivre, Tyrion veut repartir à Castellan Rock, donc c'est le fief des Lannister. Larys veut partir à Braavos. Alice propose à Aemond de créer une nouvelle lignée avec 5 œufs de dragon, et ils finissent par s'embrasser. Gwaine arrive à Tumbletown, déjoue une attaque d'assassins envoyée par Rhaenyra. Ulf n'est pas heureux dans sa nouvelle vie. Hugh retrouve sa femme à Tumbletown, mais elle le repousse parce qu'elle lui en veut de l'avoir abandonné. Rhaenyra se coupe sur le trône. Baela et Alynt s'embrassent, les Gold Cloaks démissionnent. Alicent informe Rhaenyra de la position d'Aemond, donc à Harrenhal, et demande à être libérée. Rhaenyra envoie Alicent pour tuer Aemond et Corlys finit kidnappé par Ormond. Épisode 7, on se rend compte qu'Adam est amoureux de Baela. Ils aperçoivent Ship Stealer tous les deux et vont en informer Rhaenyra.
Daemon retourne voir Jane Arryn et lui demande où est Rhaena, et puis va retrouver Rhaena, mais finalement, Rhaenyra et Adam débarquent. Rhaenyra apprend que c'est Rhaena qui était avec Shipstealer. S'ensuit un combat de dragons au sol, combat de dragons épique, on en reparlera, bien sûr. Shipstealer est grièvement blessé et s'enfuit. Aemon fait un rêve érotique avec Alicent et se réveille aux côtés d'Alice. Puis Alicent arrive, Alice se méfie et prévient Aemond. Finalement, Aemon fait confiance à sa mère. Alicent empoisonne Aemond et s'enfuit de Harrenhal. Côté Tumbleton, Ormond a retourné Ulf. Et sur la route, Aegon se retrouve coincé par des soldats acquis à la cause de Rhaenyra. Il décide d'arrêter de s'enfuir et de mourir comme un roi. Il fait un discours épique, on en reparlera aussi. Et puis finalement, Sunfire débarque et crame tout le monde. Enfin, épisode 8, Rhaenyra est informée du retour d'Aegon et décide d'officialiser son couronnement. Elle tue le High Septon et annonce au peuple qu'elle est le Prince that was promised. Puis ensuite, l'arrivée de l'armée de Rhaenyra se fait à Tumbleton. Gwaine essaye de négocier la paix avec Daemon en utilisant Corlys. Daemon refuse les termes et récupère Corlys. L'acte de Tumbleton se fait. Et c'est assez drôle de voir que quand chaque camp prépare son plan, à chacun, ils se disent que Ulf va être au cœur du plan. Et pendant ce temps, Ulf est complètement bourré et introuvable. Finalement, c'est Ormond qui arrive à le retrouver, il l'humilie, et du coup, Ulf pète les plombs et finit par brûler les deux camps, les Green et les Black. Et il finit par tuer Ormond. À Harrenhal, Aegon arrive avec Sunfire et demande à Aemon de partir avec lui pour récupérer King's Landing. Dernière scène de l'épisode, Rhaenyra découvre qu'Elaena s'est suicidée et s'est jetée par la fenêtre. Et donc elle ferme la fenêtre et ça s'arrête comme ça. Mhm. Voilà. Je sais pas si j'ai mis 5 minutes au final. Tu as mis 8 minutes. Oh, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette saison ? Eh ben, j'ai pas ultra accroché, moi, j'avoue, à cette saison. J'ai trouvé ça long. Oh non. Il y avait des trucs très bien, hein, mais il y a aussi des trucs qui m'ont saoulée. Mhm. Et j'ai trouvé ça longuet, quoi. Il y avait vraiment des moments où j'ai trouvé ça longuet. J'étais pas du tout à fond devant les épisodes. Ouais. Je pense que le calendrier est aussi pourri, quoi. Enfin, en mois de juillet, avec les vacances et les canicules, pas dans le bon mood pour regarder House of the Dragon. Ouais. Ça joue aussi, je pense. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu longuet. J'ai clairement pas été à fond comme les 2 premières saisons, quoi. Ah, c'est Et toi ? dommage. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison. Moi, au contraire, j'ai été à fond, surtout dès les premiers épisodes qui commencent très très fort. Je me suis vite retrouvée dedans, quoi. Et puis bon, j'adore Westeros, donc tu me donnes des dragons, tu me donnes de la bataille, j'étais ultra contente. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite déception, mais parce que je pense qu'ils se sont un peu tiré une balle dans le pied avec le marketing. C'est-à-dire que avant que la saison commence, ils ont crié sur tous les toits que c'était incroyable, on n'était pas prêts, il y allait avoir moult trucs. On a battu des records, on a enflammé le plus de cascadeurs en même temps, c'est incroyable, on a eu des litres et des litres de sang. Et en fait, je trouve qu'ils se sont tirés une balle dans le pied parce que je trouve que la saison en tant que telle est bonne, mais vu les premiers épisodes, je m'attendais à ce que ça soit sur ce rythme-là sur le reste de la saison. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu retombé. Donc je trouve qu'ils auraient pas dû dire tout ça, surtout qu'en plus, Mais oui. tu vois, quand tu vois le truc et quand par exemple, le truc du record battu, là, de cascadeur, tu as vu sur quelle scène c'était? Non. En fait, c'est sur la scène dans l'épisode 7 où Sunfire brûle les soldats. D'accord. Ah oui. Et je trouve que quand t'entends le truc, tu t'attends à un truc épique d'avoir 150 personnes à l'écran, machin, un truc un peu comme la fin de Game of Thrones avec l'enflammement de King's Landing. Tu t'attends vraiment à un truc énorme. Et finalement, bon, t'as 20 personnes dans un bois, c'est impressionnant, hein, mais je trouve que côté spectateur, ça fait pas record battu, quoi. Non, ça fait pas ça, non, clairement. Mais bon. Je pense que j'ai un peu plus aimé que toi quand même, mais ouais, je suis déçue pour toi du coup que t'aies pas aimé. Enfin, que t'es bof. Je crois qu'il y a un truc qui a beaucoup participé. Alors déjà, j'ai trouvé qu'il y avait de la lenteur parfois. Ouais. J'étais un peu pour un peu pas accélérer le rythme là. Et il y a aussi le personnage de Rhaenyra. Je trouve qu'ils l'ont massacré. Ah ouais. Franchement, j'ai été et du coup ça m'a saoulée toute la saison. J'étais là, ça me saoule. J'ai l'impression que parce que bon, le truc de base c'est on veut pas qu'elle soit une femme. Enfin, une femme peut pas hériter du trône. Et donc, bien sûr, avec tout ça, en plus, ça fait écho à notre propre histoire, tu vois, où les femmes, surtout l'histoire française, parce que c'est pas pareil dans d'autres pays, mais
Et il y a ce truc derrière de les femmes peuvent pas gouverner parce qu'elles sont trop émotionnelles. Ouais. Et j'ai eu l'impression que derrière la personne qui était en train d'écrire le personnage de Rhaenyra, c'était un vieux mec qui disait les meufs elles sont trop émotionnelles, elles peuvent pas être reines. Et parce que c'est tout ça quoi, elle est pas affirmée, elle chiale tout le temps, elle est là non je sais pas faire, on nous montre qu'elle est pas capable de gouverner alors que enfin, je suis désolée, je pense pas que ce soit le cas. Elle a vécu à la cour, elle était le cup-bearer de son père, donc elle était au Small Council, même si elle y participait pas, tu vois. Enfin, elle est pas, elle sort pas de nulle part. Et autant je trouve ça intéressant parce que, bien sûr, elle a perdu 2 fils, dont un qui vient juste de mourir avant qu'il prenne le trône. Donc, bien sûr, elle est dans du trauma et dans des émotions et dans du deuil qui est très difficile. Je trouvais ça intéressant qu'on nous montre tout ça, ces émotions et comment elle réagit à tout ça. Tu vois, je voulais pas juste qu'elle réagisse pas, mais là, on la montre juste faible, pas affirmée, qui arrive pas à se décider, qui suit Daemon. Et j'ai trouvé que ça gâchait complètement le personnage. Moi, j'aurais voulu déjà que son entourage l'écoute. Pareil, je trouve que qu'elle rencontre plein d'obstacles et que la majorité des gens sont contre elle, tu vois, ok, intéressant, mais au moins son cercle le plus proche, enfin en fait si c'est pour pas l'écouter, pourquoi vous la soutenez quoi, tu vois, son fils qui l'écoute pas, qui l'enferme dans sa chambre, ça m'a saoulée. C'est pas comme ça en plus dans mon souvenir dans le livre, et donc ça je sais que quand on écrit une série à partir d'un livre, on change et je veux pas que ce soit à la lettre près. Quand on change pour faire des trucs moins bien, ça m'énerve. Et donc voilà, donc ça tu vois, moi je trouve que vraiment ils ont massacré le personnage de Rhaenyra et que ça fait pas sens son évolution. Parce que moi je veux bien qu'on tu vois, moi je l'aime bien ce personnage depuis le début, c'est un de mes personnages préférés. Je veux bien qu'on fasse en sorte que je finisse par plus l'aimer parce que elle va peut-être faire des trucs pas bien, mais là c'est pas ça en fait, c'est juste je trouve c'est pas logique, ça tient pas quoi. Voilà. Ça se passe comment dans le livre, le truc de la fin, juste avant la bataille du gosier? En fait, si je me souviens bien, j'ai vu des gens dire ça sur les réseaux, donc je me souviens bien, je pense. En fait, alors, d'ailleurs, quand on a fait notre point du mois de juin, on avait vu que cet épisode, et j'étais là, ils ont changé un truc, mais je sais pas s'ils vont le mettre, donc je veux pas dire, et toi t'étais là, on a mis quelques minutes à se rendre compte qu'on parlait pas du tout de la même chose, du même spoil, en fait. Au bout d'un moment, j'étais là, non mais Nat, on parle pas du même spoil, en fait. Donc arrêtons de parler. Et du coup, j'étais trop curieuse de savoir quel spoil, enfin quel truc toi tu voulais pas, quel spoil tu voulais pas révéler. Et donc, je raconte le mien. Que je disais, ils ont changé un truc par rapport au livre qui me questionne un petit peu. Donc, je vais pas tout raconter non plus pour pas vous spoiler éventuellement ce qui pourrait rester. Mais en fait, dans la bataille, donc Rhaenyra et Daemon, ils ont 2 jeunes garçons qui s'appellent aussi Aegon et Viserys. C'est très pratique, ces gens qui ont le même prénom. Pas du tout confusant. Voilà. Donc Aegon Junior et Viserys Junior, en fait, sont au cœur de la bataille parce qu'ils sont dans un bateau qui les emmène je sais plus où pour qu'ils soient à l'abri. Ils se retrouvent au milieu de ça, quoi. Et Jace, il prend son dragon pour aller voir, pour sauver ses frères, quoi. Et il se retrouve à être tué dans la bataille. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà. Ça, et il y a un des enfants. Attends, je les mélange toujours les 2 petits. Il y a Aegon qui est avec son petit dragon, qui arrive à s'enfuir de leur bateau qui est attaqué sur son petit dragon et à rejoindre Dragonstone. Et le petit Viserys, lui, on le retrouve pas en fait. Donc on est présumé noyé. Donc elle perd 2 enfants en fait, Rhaenyra, dans cette bataille. Et elle en a un qui est complètement traumatisé, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc tu vois, et ils ont changé ça. Et j'étais là, mais ok, bah du coup, je trouve que c'est moins intéressant. Enfin, je trouvais ça plus intéressant cette version-là. Et après, dans le reste de la saison, j'ai aussi été étonnée que ces 2 enfants, alors je crois que c'est dans la saison 2 qu'ils les ont envoyés, on n'en parle pas, on ne les voit pas. J'étais là, c'est quand même... ok, c'est pas eux les héritiers directs, il y en a un avant, mais c'est quand même... voilà, enfin je sais pas, et j'ai un peu été déçue que ces enfants disparaissent. Moi, je me suis fait la même réflexion aussi. Je crois que le seul moment où ils sont évoqués, c'est quand Daemon revoit Rhaena. Et le premier truc qu'il dit, c'est « Mais en fait, t'étais censé garder mes enfants, donc mes enfants
sont livrés à eux-mêmes, quoi. Et c'est vrai que tout le reste de la saison, moi, je m'attendais aussi à ce qu'on envoie quelqu'un pour les récupérer ou qu'au moins on prenne de leurs nouvelles ou au moins on sache qu'ils sont arrivés à bon port. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu, mais d'un autre côté, on a déjà des épisodes qui font plus d'une heure. La plupart du temps, rajouter, ça aurait peut-être été trop. Donc bon. Peut-être, mais en fait, pour moi, ces enfants sont importants dans le livre, en fait. Tu vois, c'est pour ça aussi. C'est aussi toujours le truc quand t'as lu le livre, t'as forcément des déceptions. Ça, je suis ok avec le fait qu'on prenne pas tout, mais du coup, des fois, il y a des trucs où t'es là. Ouais, mais là, du coup, ça fait une histoire qui est moins bien pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Et voilà. Et puis bon, voilà, ce qu'ils ont fait du personnage de Rhaenyra, moi, ça m'a saoulée. Alors moi, j'ai pas du tout le même ressenti que toi sur Rhaenyra. Au contraire, j'aime bien le fait qu'elle soit pas assurée dans son rôle de reine. Parce que, même si quand elle était jeune, elle a assisté au Small Council de Viserys, en fait, je trouve que c'est un moyen aussi de montrer à quel point il a raté sa préparation. Parce que, donc, il a absolument pas préparé Aegon, ça c'est dit et c'est sûr. Et je pense qu'il a non plus pas assez préparé Rhaenyra. Tu vois, quand Rhaenyra est adulte, elle est plus du tout dans le cercle rapproché de son père. Et donc, j'imagine qu'il y a plein de choses qu'elle a loupées et qu'elle aurait dû avoir comme information qu'elle n'a pas eu. Donc moi, j'aime bien le fait qu'elle soit pleine de failles et qu'elle soit pas totalement assurée. Après, je trouve que les moments où elle pleure ou les moments où elle est pas bien, ça se comprend par rapport au fait qu'elle a perdu ses enfants et ça reste quand même dans un cercle très très restreint. Je crois qu'il y a que Daemon qui la voit pleurer au final. Oui. Mais tu vois, enfin, moi, j'aurais aimé qu'en effet, elle a des failles et elle a des émotions et on le montre. Mais là, je trouve que c'est écrit d'une façon où c'est les femmes peuvent pas gouverner, quoi. Je trouve que c'est un peu comme ça qu'on nous la montre, quoi. Elle a pas les compétences, elle est trop émotionnelle, elle sait pas faire, voilà, quoi. Et enfin, tu vois, j'ai l'impression que Rhaenyra Utremek, on l'aurait pas écrit comme ça, quoi. Je suis pas d'accord parce que quand tu vois Aegon sur le trône, il est pas plus capable, hein. Et c'est un mec. Oui, mais c'est pas écrit de la. Ouais, mais enfin. Pour moi, elle est pas. Enfin, je trouve que c'est écrit d'une façon. Enfin, je sais pas comment dire pour ce que je ressens. J'ai quels exemples exactement me font ressentir ça parce que c'était vraiment un ensemble où je trouve qu'on nous fait ressentir que. Enfin, vraiment, j'ai vraiment l'impression que la personne qui est en train d'écrire le personnage, c'est quelqu'un qui pense que les femmes peuvent pas gouverner parce qu'elles sont trop émotionnelles, quoi. Je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on la ressent, quoi. Et moi, j'aurais voulu, des failles, des émotions, mais pas qu'on me fasse ressentir ça, quoi. Alors, au niveau de l'écriture, ce que j'ai trouvé super intéressant sur cette saison, c'est que alors j'ai pas compté, hein, mais je pense que t'as moite-moite entre les réals et les scénaristes. T'as moite-moite femmes et hommes. Tu vois, épisode 2 et 3, par exemple. Donc, le 2, c'est quand elle récupère le trône, et le 3, c'est ses premiers jours de règne, et justement, elle voit que, c'est le jour où elle a ses règles, et elle est complètement perdue dans son rôle. Ces 2 épisodes-là sont réalisés et écrits par des femmes. Et donc, je pense pas que ça soit un truc de dire, les femmes ne peuvent pas gouverner. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas pris comme ça. Je l'ai pris surtout comme, en fait, Rhaenyra, même si son père la nomme héritière et même si elle s'estime bénie des dieux, elle est quand même pas capable de le faire parce qu'elle n'a pas les compétences. Et elle va apprendre sur le tas. Mais elle est quand même, enfin, tu vois, on le voit dans toute la saison. Et ça, moi, ça, pour le coup, c'est un truc qui me gêne aussi. Mais en même temps, je trouve pas ça spécialement incohérent. Mais on voit qu'en fait, sur tout le long de son règne, elle s'appuie énormément sur Daemon. Dès qu'elle a un problème, c'est où est Daemon ? Ok, je vais envoyer Daemon. C'est lui qui va avoir la mission, c'est lui qui va mener l'enquête, c'est lui qui va gérer. Et je trouve que ça montre bien à quel point, en fait, déjà, c'est un homme, ok, c'est son mari, mais c'est aussi son oncle. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté qu'elle. Et donc, elle se remet systématiquement à lui. Je pense que si Viserys était encore là, peut-être qu'elle irait aussi voir Viserys pour demander des conseils. Parce que elle est absolument pas assurée dans son rôle. Et un des premiers trucs qu'elle fait aussi, c'est aller voir Alicent. En lui disant, en fait, toi, t'as régné pendant plusieurs années, donne-moi des tips, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et là, pour le coup, elle va demander conseil à une femme qui a régné et qui a pas été reconnue, mais... Oui, non, mais je pense pas du tout que le message qu'ils veulent nous envoyer, c'est que les femmes peuvent pas gouverner. Mais c'est le ressenti que ça me donne, que c'est ça. Je dis, bien sûr, je sais bien que c'est pas du tout ce qu'ils avaient en tête. Bien sûr que non, c'est pas ça. Mais moi, c'est le sentiment que
que ça me donne, quoi. Et j'aurais voulu qu'elle soit plus affirmée, ce qui n'empêche pas de demander conseil à son entourage. C'est d'ailleurs exactement ce que fait un bon roi ou une bonne reine, et demande conseil à son conseil. Donc ça aurait... Mais voilà, dans tout le truc, je trouve que j'aurais voulu qu'elle soit plus affirmée. En fait, elle se bat pour avoir cette couronne depuis si longtemps. Alors qu'on soit déçu, ça aussi, je trouve ça intéressant à explorer. En fait, une fois que tu l'as, tu te rends compte que c'est la merde, et puis en plus, les autres, ils t'ont laissé un truc dégueulasse, dans un état pas possible. Mais justement, là, moi, je trouve qu'on nous la montre comme faible, et pas comme ok, elle est forte, mais là c'est dur. Moi je trouve qu'on la montre comme faible, et je trouve que son évolution n'est pas logique avec le personnage qu'on a eu jusqu'à présent, quoi. Enfin, moi vraiment, ça m'a saoulé tout du long comment ils l'ont traité, même si je voulais bien sûr voir des émotions, voir des faiblesses, voir des erreurs, tout ça, mais là vraiment j'ai pas aimé, quoi. Moi je trouve quand même qu'on la montre avoir de la ressource. Alors c'est sûr que c'est pas la majorité du temps, mais tu vois par exemple le truc de elle arrive, les caisses sont vides, et on lui demande je crois que c'est Missaria qui lui dit, mais posez-vous la question de que ferait votre père. Et elle dit mon père, je pense qu'il ferait un banquet. Et là l'idée de faire un banquet, de récupérer les riches et de leur dire bon les gars, par contre vous allez participer à l'effort de guerre, et je vais faire en sorte d'avoir un gros coup de com' pour pouvoir être bien vu du peuple. Je trouve que ça c'était une très bonne idée, même si ça n'a pas duré sur le long terme, mais en tout cas sur le coup je trouve que c'était une très bonne idée. Et je pense que c'est elle qui a une idée. Tu vois, Daemon n'aurait jamais conseillé ça. Peut-être que ça vient de Missaria parce que c'est un truc pour le peuple, mais je pense vraiment que c'est son idée. Et ce que je trouve intéressant... Par contre, tu vois... Pardon, vas-y. J'allais juste dire, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on commence la saison avec donc Rhaenyra qui est en plein deuil, qui est complètement pas sûre d'elle et qui sait pas comment régner. Et puis à la fin, on termine avec une Rhaenyra ultra sûre d'elle, mais qui bascule dans le totalitarisme. Et je pense que dans la saison 4, elle va complètement basculer du côté obscur. Et donc j'aime bien aussi cette évolution de voir que en fait, elle a essayé d'être gentille, elle a essayé d'être paisible comme son père. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Plein de fois, on lui, tu vois, la plupart du temps, quand elle est face à Alicent, en gros, lui dit « t'es la pire des personnes ». Et pourtant, elle, en face, essaye d'être gentille. Tu vois, elle a pas tué Alicent, elle a pas tué Elena, elle essaye quand même d'être gentille, et ça ne marche pas. Elle voit que ça ne fonctionne pas. Et elle se rend compte aussi que Hormund mise sur le fait que c'est une femme et qu'elle est pas méchante et qu'elle ne fera rien. Et donc, au final, elle bascule en se disant, ok, vous voulez la guerre, vous aurez la guerre. Moi, j'aime bien cette progression-là. J'ai bien aimé le truc du banquet quand elle leur sert des rats. Ça, j'ai trouvé ça bien. Et justement, là, j'étais, voilà, c'est ça la Rhaenyra que je veux voir, quoi. Elle a du courage, elle s'affirme. C'est elle que je veux voir, quoi. Et mais bon, voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop ça. J'ai aimé à la fin aussi quand elle parle de la prophétie et tout, parce que fantastique. Je trouve que ça fait en fait, nous en tant que spectateurs, on sait qu'elle a raison. Et mais tu te mets à la place des gens de Westeros qui vont se dire non mais alors elle a pété un câble, ça va pas du tout là, c'est quoi ce délire? Oh là là, il y a un danger au nord, super. Tu vois, ça pour eux ça n'a pas de sens, mais elle est persuadée que cette prophétie est importante et que ça justifie le fait que qu'elle veut le trône, quoi. Tu vois, ça justifie sa présence sur le trône, mais pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que pour elle, mais ça a du sens pour nous, tu vois. Et ça, je trouvais ça cool aussi de voir, bien sûr, elle a raison. Par contre, là, je pense qu'elle a l'air complètement tarée pour tout le monde. C'est clair. Par contre, ce que j'ai trouvé assez... Enfin, ce qui m'a fait tiquer, c'est que un de ses arguments, c'est de dire, non, mais les Verts, en fait, ils peuvent absolument pas contrer cette menace. Il y a que moi qui peux le faire. Alors qu'en fait, le cœur de la menace, c'est les marcheurs blancs, et du coup, c'est d'avoir des dragons. Et du coup, les Verts, ils ont des dragons aussi. Oui. Non, mais ça tient pas parce qu'en plus, et puis, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un Targaryen sur le trône, mais c'est un Targaryen, aussi c'en est un, donc tu vois, ça tient pas la route. Un petit peu, mais ça ton truc, ça tient pas. Aussi parce qu'elle s'appuie sur le fait que son père l'a choisi elle parce qu'il pensait que c'était sa lignée à elle qui, tu vois, je pense que c'est peut-être ça son truc, c'est de se dire si son père l'a choisi elle et resté à la choisir elle et à pas choisir, à changer, à mettre le mec en sachant que ça allait être plus simple et que c'était pas
c'est ce qu'il aurait dû faire s'il voulait pas que son royaume se finisse par se déchirer. S'il a choisi elle, c'est parce que il savait que c'était elle qui devait être sur le trône pour pouvoir avoir la prophétie, machin et tout, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, Viserys avait des visions aussi. Mais bon, si nous on interprète la prophétie, on peut se dire Aegon aussi bon candidat que elle, quoi. Ouais, clairement. Mais j'ai beaucoup aimé cette scène aussi parce que je trouve que bon, déjà toute la saison, on a senti qu'elle était pas sûre d'elle et surtout elle s'en remet beaucoup aux dieux en disant bon les dieux m'ont donné ça donc c'est sûr que c'est moi. Oui. Ah ben non, mais en fait les dieux sont contre moi. Et donc là je trouve qu'elle s'accroche un peu à cette prophétie. Je suis pas sûre qu'elle y croit vraiment à 100% elle-même, mais elle s'accroche à ce truc-là pour se dire bon, c'est bon. Ça a été dit bien avant ma naissance, donc c'est sûr les dieux sont avec moi et c'est sûr c'est moi le prince that was promised. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est face à un peuple qui meurt de faim, qui ne comprend pas le valérien en plus, et elle s'emporte en disant non mais c'est moi et comme tu dis en fait ça n'a de valeur que pour elle. En face les gens oui très bien si tu veux, mais ça résout pas les problèmes qu'ils ont, quoi. Mais sûrement qu'elle s'accroche à ça parce que elle a perdu 2 enfants, c'est la guerre et c'est une guerre qui a l'air de voilà, on se dit comment ça va se terminer. Le peuple crève de faim, il faut donner du sens en fait, quoi. Et la prophétie donne du sens peut-être à tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. De quel autre personnage tu voulais parler? On n'enchaînerait pas sur Daemon. Et j'ai mis entre parenthèses et Caraxes parce que je pense que Caraxes c'est un petit peu un personnage en tant que tel. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Daemon? Je trouve qu'il s'est vachement révélé cette saison. Alors ça reste, tu sais, c'est le genre de personnage qui est un peu méchant avec une morale un peu limite, mais finalement on l'aime et on a envie qu'il survive, on a envie qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend. Je trouve que Matt Smith est incroyable dans le rôle. Ouais, il est bien. Ouais. Il est vraiment très très bon et dans différents registres en plus. Que ce soit quand il est justement face à Rhaenyra et qu'il se met en mode coach et qu'il la motive, quitte à lui parler en valérien pour dire bon maintenant tu te lèves et t'y vas. Que ça soit face à ses troupes, face à ses hommes, c'est un très très bon orateur et il sait motiver les foules et il sait envoyer les gens au combat, quoi. Ou alors même face à Ormond, je trouve que c'est chouette de le voir aussi avoir du dédain pour les autres. Je trouve que c'est typiquement le personnage, tu vois. Bon, c'est un Targaryen, il est persuadé qu'il descend des dieux, il est persuadé même que lui-même c'est un dieu et qu'en fait tous les autres autour là, leurs petites histoires, on en a rien à faire. Et donc quand tu le vois face à Ormond ou même face à Lady Jane du Vale, t'as un petit peu ce côté dédaigneux de dire oui bon, ok, je te dis s'il te plaît, mais j'ai pas envie de le dire, mais en fait je sais que ça te fait plaisir, mais allons-y, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment très très cool. Je trouve que c'est un très bon personnage et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé ces petits échanges avec Rhaenyra et quand ils parlent en valérien et tout. Oui. C'est cool. Ouais. Oui, cette scène-là, quand ils sont dans le sept et qu'ils parlent en valérien tous les deux, c'était vraiment incroyable. Je trouve que les deux ont très très bien joué parce que je trouve que tu sens que... Enfin, ils ont réussi à nous faire croire que c'était une vraie langue et ils ont réussi aussi à nous montrer différentes émotions dans la manière de délivrer le message. Là où je trouve que dans Game of Thrones, quand on voyait Daenerys parler valérien, il y avait de l'émotion, mais c'est surtout de l'émotion de la guerre, de l'énervement, de voilà, on motive les troupes, on motive les zones solides. Et là, il y a différentes notions, différentes nuances. Tu vas avoir un petit peu du sarcasme, tu vas avoir un petit peu d'énervement, de la colère. Je trouve ça très très cool en fait de les voir donner vie comme ça au texte et avoir ce type d'échange. Ouais, ils sont forts les acteurs, quoi, de réussir à passer des émotions dans cette langue qui existe, mais qui n'est pas une vraie langue d'humain, quoi. Ouais, clairement. Ouais, j'espère sincèrement, fortement que les deux auront au moins une nomination au Emmy pour l'année prochaine parce que je trouve dans cette saison, ils ont été incroyables. Ah ouais, c'est vrai, ça méritait. Carrément. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais dire sur Daemon ? Ouais, j'allais parler un petit peu de Caraxes. Oui. J'adore leur relation. Je le trouve toujours bizarre, ce dragon. Enfin, il a une forme... Il a une forme très bizarre, quoi. On dirait un peu un serpent. C'est vrai. C'est vrai, il est très très long et très fin. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien parce que je crois que c'est le seul vraiment où on voit un petit peu un caractère. Enfin, en tout cas, moi, c'est le seul où ça m'a sauté aux yeux. Où tu vois qu'il est vraiment très très proche de son maître, entre guillemets. Et il se comporte même un peu comme un chien avec lui parfois. Oui. Et donc je trouve que c'était très chouette de voir l'étendue de cette relation, surtout avec Daemon qui est un personnage assez dur, assez froid. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un dieu, donc il n'a de considération que pour les gens de sa famille.
Et là, je trouve qu'il a aussi de la considération pour son dragon, et c'est un petit peu comme si c'était son enfant quelque part. Donc, c'est chouette de voir ces liens entre eux, quoi. Ouais, carrément, ouais. Tu voulais enchaîner sur qui, toi? Egon. Ok. Je crois que ça a été mon personnage préféré de cette saison. Ah ouais. Enfin, en le prenant, parce qu'après, j'ai fait un rewatch juste avant aussi. Et du coup, vraiment, dans la saison 1, j'avais pas du tout d'attachement à ce personnage, mais en fait, son évolution est géniale. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés, parce que j'ai vraiment envie de voir où on nous l'amène et ce qu'on va en faire, quoi. Et toi, dans la saison 1, pour moi, il était détestable. Juste. Il y avait que ça. Il était vide et détestable. Dans la saison 2, il devient le pion du camp des Verts. Et là déjà j'ai commencé à le trouver plus intéressant, parce que il y a ce moment où il est là, bon bah ok, je suis le roi. Après, donc il se dit bah je vais essayer de gouverner un petit peu, et on voit bien qu'il essaye. Alors bien sûr, il a des moments où il est en train de picoler sur le trône, et tu te dis il est pas fait pour être roi. Et il y a aussi des moments où il vient écouter ce qu'ont à dire le peuple, tu sais, les gens qui viennent. Et là, il est assis sur son trône, il écoute, il veut donner des solutions. Tu te dis non mais en fait il veut essayer de. On le voit aussi aller au conseil. Il veut essayer. Il emmène son gamin au conseil en disant bah c'est lui le futur roi, donc faut qu'il écoute. Tu vois, tu te dis bon, il sait peut-être pas trop faire, mais il y a quand même de la bonne intention peut-être derrière, et il se rend compte en fait qu'il est juste un pion et que personne ne veut qu'il gouverne, on veut juste qu'il soit là pour faire bonne figure. Et ça, tu vois bien que ça l'affecte vachement, et c'est ça qui fait qu'il prend son dragon, qu'il va à la bataille et que son frère le brûle. Et le fait qu'il soit brûlé, je pense que ça lui fait une remise en question de tout. En plus, c'est un mec séducteur, plutôt beau gosse, donc le fait de se retrouver tout brûlé, je pense que ça doit l'affecter, enfin en plus de la douleur et tout. Enfin, tu vois, je trouve que ça fait vraiment un retournement pour ce personnage, ça change tout, quoi. Et après il s'enfuit, et je trouve que dans cette saison il passe un peu du désespoir à la renaissance et à la vengeance, quoi. Tu vois, j'ai trouvé que cette évolution au début, il est voilà, hein, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui va, j'ai pas de voilà. Et puis il retrouve son dragon, il se dit non mais il est pas mort. Bah, il est peut-être mort en fait, non, mais moi je pense qu'il est pas mort. Et voilà, il renaît en même temps que son dragon, en fait. Il renaît, et son dragon a autant une sale gueule que lui. Et après, il a vraiment un esprit de vengeance et d'affirmation de son pouvoir, tu vois. Donc j'ai trouvé que vraiment ultra intéressant. Et aussi, moi, je pense que c'est Rhaenyra qui est légitime. Tu vois, j'ai pas de genre. Je sais qu'il y a des gens qui sont team vert. Moi, j'étais là. Comment on peut être team vert, j'étais là. Je sais pas si t'as regardé le truc, c'est elle qui est légitime. En fait, il y a pas de question de je l'aime ou je l'aime pas. Oui, elle s'est fait voler son trône. C'est ça, c'est elle qui est légitime, tu vois. Mais j'aime bien qu'on me fasse apprécier l'ennemi, tu vois. Ça rend le truc un peu plus gris. Et du coup, j'ai trouvé ce personnage ultra intéressant dans cette saison. Ouais, c'est vrai qu'il a une très très belle évolution. Et moi, j'ai adoré le voir avec Larys. Je trouve que c'était un parfait duo, tous les deux. C'était un bon duo. Il y avait une très très bonne dynamique. Autant sur les premiers épisodes, à le moment où ils se font arrêter, et la première chose que Larys fait, c'est dire oui, c'est Egon, prenez-le. Oui. Non mais Larys, faut pas lui faire confiance, hein, clairement. Je trouve ça fantastique. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a ce cheminement où il part du désespoir, il repart du bas de l'échelle, il se retrouve malmené, il se retrouve traité comme n'importe quelle personne du peuple. Et je pense que ça va lui servir pour la suite. Alors je sais pas s'il va reprendre le trône, mais en tout cas, je pense que ça va lui servir pour son cheminement et sa manière de considérer le peuple, de voir que en fait c'est compliqué, et tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent comme toi. Je trouve que le personnage est très très bien creusé quand on voit aussi, tu sais, il y a un moment où il est avec Larys dans la forêt. Et t'as un parallèle où d'un côté t'as Aegon qui se plaint, qui dit à Larys non mais en fait de toute façon ma mère m'a jamais aimé, j'ai jamais eu de chance dans la vie, ma vie est compliquée, tout ça. Et à côté de ça t'as aussi Aemon de son côté qui se plaint à Lys, qui dit non mais en fait ma mère m'a jamais aimé, elle a toujours aimé Aegon, moi je suis le deuxième, c'est foutu. Donc c'est intéressant de voir un peu à quel point ces deux frères-là... Ils ont toutes les deux raison, leur mère n'a aimé qu'Elena. C'est ça.
quoi, en fait? C'est ça. Elle ne pense qu'à Elena, les gars. Mais en tout cas, c'est chouette de voir un peu à quel point les deux ont des failles et les deux se répondent un petit peu. Et je trouve que quand on les a revus l'un avec l'autre à la fin, il y a une très très bonne dynamique de frères qui s'est mise en place. Où t'as le grand, alors ce moment fantastique où Egon va voir Raymond et il dit I'm alive. T'as vraiment ce truc de je suis le grand frère et je te tape parce que, enfin entre guillemets je te tape, je te maltraite, je suis le grand frère et je maltraite mon petit frère quoi. Et donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner tous les deux et voir est-ce qu'ils vont vraiment arriver à travailler ensemble ou pas. Ouais, est-ce qu'ils vont se réconcilier ou est-ce que l'un va trahir l'autre? Ouais. Mais ouais, c'était chouette de le voir renaître aussi et de voir de le voir reprendre du galon quoi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. La scène où Sunfire arrive derrière lui et crame tout le monde, c'était un des meilleurs moments de la saison. Ouais, et d'ailleurs quand il a son discours sur le coup, je trouvais ça me paraissait familier son discours. Donc pour moi, c'était le discours qu'il avait donné pendant son couronnement et puis j'étais revoir pas du tout, il a rien dit pendant son couronnement. Mais en tout cas, oui, c'était vraiment un discours pas de guerre mais un discours assez impressionnant. Je trouve que l'acteur a été très très bon là-dessus. Mais justement, il a rien dit pendant son couronnement parce que c'était un pion. Ouais, c'est ça. Pendant son couronnement, tandis que là, il devient roi, en fait. Là, il s'affirme, il dit, ouais, non, mais attendez, c'est moi le roi. Ouais, c'est ça. Ouais, hâte de voir la suite. Carrément. De quel autre personnage tu voulais nous parler? Elena? Ouais. Notre chère Elena. J'aime trop Elena. Ouais. Je suis très triste de la voir partir. Ouais, j'ai trouvé super chouette. Elle a vachement de sensibilité. Elle est drôle aussi. Enfin, je trouve qu'elle elle amène des moments drôles et tout. Et ouais, j'aimais beaucoup Elena. Ouais, pareil, j'aimais beaucoup sa sensibilité. Et puis, c'était intéressant d'avoir ses visions et d'essayer de les chiffrer, de dire ok, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, je suis très triste de la voir partir. Et je pense non mais si, j'ai vérifié depuis, elle a sauté de la même fenêtre que Tommen aussi. J'étais comme, mais cette chambre est maudite, c'est pas possible. Alors attends, parce que j'ai vu passer un truc, une vidéo, c'était super long, j'ai pas tout regardé, je crois, où le gars expliquait que, en fait, oui, mais peut-être non, parce que quand on regarde le paysage, machin, enfin, je sais plus quoi. Ah ouais? J'avoue que j'avais pas envie de regarder la vidéo en entier pour savoir. Bah, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est la même pièce que celle où Tommen a sauté. Et en plus, ils sont morts tous les deux de la même manière, donc l'écho était assez fort. Je trouve que c'est un personnage très touchant, mais en même temps, je comprends pas sa décision de se suicider, parce que pendant toute la saison, elle est comme, en fait, je veux absolument pas quitter ma fille, donc elle a perdu son fils dans des circonstances tragiques. On sent qu'elle est profondément affectée par ça. Et d'ailleurs, t'as un moment où elle est face à Rhaenyra et qu'elle lui demande, est-ce que le fait de faire ça, le fait de partir en guerre, est-ce que ça t'a aidé à surmonter la perte de ton fils? Donc tu sens qu'elle pose la question aussi pour elle-même parce qu'elle est complètement dévastée par la perte de son propre fils. Puis ensuite elle s'accroche à sa fille. Et puis quand elle tombe enceinte, il y a aussi ce truc de vouloir garder son enfant et de vouloir le protéger. Et puis finalement, quand Mysaria lui dit non mais en fait tu seras toujours une prisonnière, là elle décide de se suicider. J'ai trouvé ça, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'elle est arrivée à cette décision-là et comment est-ce qu'elle elle a fait ce choix. Mais bon, c'est quand même très triste quoi. Bah ouais. Est-ce que c'est aussi avec sa vision qu'elle a eue qu'on va lui arracher son enfant Ouais, peut-être. Tu vois, qui joue aussi peut-être. Mais il y a toujours sa fille. Alors j'ai vu des critiques, comme quoi ils avaient changé les trucs par rapport au livre et que du coup ça rendait sa mort moins logique. Et j'ai oublié parce que je me souviens plus en fait. Je me souvenais qu'elle se jetait par la fenêtre, mais je me souvenais plus des détails de ce qui se passait avant et ce qui la menait à faire ce geste. Ouais. Et attends, du coup, je cherche en même temps pour voir parce que j'ai vu passer des gens qui se plaignaient que ça faisait pas sens, mais j'ai pas retenu ils disaient pas forcément c'était quoi les trucs qui se passaient. Donc je cherche pour essayer de nous dire parce que ça fait peut-être plus de sens avec ces infos là. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu, le gros changement qu'il y a eu par rapport au livre, c'est le fait qu'elle ait des visions. Mais après, on va voir ce que tu trouves. Dans le livre, en fait, elle a un autre enfant, Mélor. Et en fait, ce que lui dit Mysaria, c'est pas tu vas toujours être une prisonnière. Elle lui annonce son enfant est mort. Ah. Et apparemment, il a été tué d'une façon horrible. J'ai pas vu le détail qu'il raconte. Enfin, j'ai pas compris comment il est mort. Mais bon, bref, il a
Et voilà, je vois pas parce qu'il y a beaucoup de choses écrites, donc ça va me prendre Ok. trois plombes de tout lire. Mais bon, en tout cas, son fils a été tué sûrement d'une façon horrible, et c'est pour ça. Et c'était un bébé. Il y a écrit infant, donc c'est vraiment. Ok. C'était un bébé, son bébé. Oh, si je viens de voir, je viens de lire comment il est mort. Oh. Apparemment, il a été pris dans une foule et Ouh. voilà, on sait ce qui se passe dans une foule. Okay. Voilà, donc une mort horrible pour son petit, et du coup, c'est ça qui fait qu'elle se jette par la fenêtre. Ok. Ce qui, en effet, peut-être a Ça fait un peu plus sens. plus sens, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Et je trouve aussi que j'aurais bien aimé qu'on exploite un peu plus son pouvoir. Parce que là, en fait, on voit ses visions, mais basta. Tu vois, on n'a pas beaucoup plus. Et tu vois, à la fin de la saison 2, elle fait un voyage astral. Elle a une vision où elle est dans la vision de Damon, c'est ça. Elle est dans la vision de Damon, elle lui parle, et puis en fait, la manière dont elle est habillée pareil que la scène juste après où il y a Emmond qui vient la voir. Donc pour moi, je me souviens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, elle a fait un voyage astral, on va creuser un petit peu plus ça, on va voir son pouvoir prendre de l'ampleur. Et puis là, finalement, c'était pas le cas. Donc j'ai eu un petit peu cette déception par rapport à ça, parce qu'au final, son personnage en tant que tel ne fait pas grandement avancer l'histoire. Non. Elle donne pas de révélation ni à Rhaenyra ni à Alicent. Non. Enfin si, elle dit à Alicent que Emmond est à Harrenhal, mais à part ça, elle a pas trop d'importance. Ouais, c'est vrai. Dommage. Mais justement, j'aime bien aussi des fois quand il y a des personnages qui sont pas forcément indispensables à l'histoire, mais t'es quand même attaché à eux, tu les aimes bien et tout, tu vois. Je trouve que c'est bien d'avoir des persos comme ça aussi. C'est vrai. Et Elena, elle remplit parfaitement ça. Elle coche toutes les cases. Ouais, c'est ça. Tu veux enchaîner avec qui? Alors moi, je voulais parler de Daeron, qui est un nouveau personnage, qui est le dernier fils d'Alicent et dont on a vaguement entendu parler à la saison 2, mais qu'on n'avait encore jamais vu. Ouais. Et d'ailleurs, au début, on a un faux Daeron. Et alors, on peut peut-être, nous, se dire, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas envoyé le vrai, mais quand même, on nous pousse plutôt à croire que c'est le vrai Daeron. Et après, on découvre qu'en fait, non. Moi, j'avoue, je m'étais fait avoir. Hein. C'est vrai? Ouais. Alors moi je ne sais plus ce que j'ai pensé parce que en fait le vrai Daeron on le voit dès le début, il est à côté d'Ormund, on le voit dès le début en fait, on voit le faux Daeron, mais le vrai Daeron on le voit aussi bien avant qu'on nous révèle que qu'il y avait un faux, ouais on le voit mais comme si c'était l'écuyer d'Ormund en fait, tu vois il est à ses côtés, basta. Et du coup je ne sais plus si je me suis dit c'est lui Daeron ou si c'est les réseaux sociaux qui m'ont dit ça doit être lui Daeron. J'avoue, j'ai oublié. Ok. Mais surtout si les gens savaient qu'il avait des cheveux noirs, par exemple, enfin les cheveux bruns, bon, tu sais tout de suite que c'est pas lui. Tu sais qu'il est avec Ormund. Bon, il y a un jeune homme à côté de lui. Voilà. Je sais plus si dans le livre il a les cheveux. Non, je crois qu'il a les cheveux blancs dans le livre. Ah oui. Donc, okay. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé intéressant, même s'il est pas encore très développé, mais quand même, on apprend un petit peu à le connaître. On voit qu'il est terrifié d'Ormund, et je trouve que ça ajoute, ça ajoute du truc à ce personnage d'Ormund, quoi, de son neveu. Il a un peu peur et il connaît bien ses petites crises de colère et tout. Ouais. Et tu vois, je trouve qu'on voit quand même sur le dernier épisode que il prend un peu son héritage au sérieux, il prend ses responsabilités, il se dit bon ok si vous voulez que je sois le roi, moi je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Ouais. Tu vois, je trouve que c'était intéressant de le voir prendre des initiatives et de se dire pareil en fait, non moi je vais pas être un pion quoi. Tu vois, je trouve qu'il y a vachement ce truc qui revient de vous voulez m'utiliser comme un pion, et ben non en fait, du coup vous me donnez le pouvoir, moi je vais l'utiliser, je vais pas être un pion. Ouais. Et du coup je trouvais qu'on nous a pas donné beaucoup dans cette saison, mais je suis quand même hyper curieuse de voir ce qu'on va en faire dans la saison 4, même si avec le livre je sais certaines choses, mais là il y a plus de détails, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont creuser là-dessus quoi. Et j'ai bien aimé sa relation avec Gwaine aussi, du coup, son autre oncle, dont lui, il a pas peur de lui. et voilà. Puis je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir du coup ce quatrième enfant d'Alicent, mais qui n'a pas grandi à la cour, qui a grandi chez les Hightower et qui est un Hightower bien plus qu'un Targaryen, quoi. Oui, c'est vrai.
C'est vrai que c'est intéressant. Et je suis comme toi, j'ai hâte d'en voir plus de lui, parce que pour l'instant, on a surtout vu l'influence qu'Ormond avait sur lui. Et je me souviens avoir vu sur les réseaux à l'époque, quand les premiers épisodes sont sortis avec ce personnage, plein de gens dire non mais en fait le gars il a un dragon, comment ça se fait qu'il renverse pas son oncle et qu'il aille pas... un petit dragon, Oui, c'est quand même un dragon, tu vois, il peut quand même brûler son oncle, potentiellement. Et je trouve intéressant justement le fait de montrer que malgré tout, il est sous emprise. Et que Ormond étant ce qu'il est, il est terrifiant et dans sa tête à lui, Daeron, il ne peut rien faire contre Ormond. Et il attend que les choses se tassent, entre guillemets, il essaie d'être le plus discret possible, il se met dans un coin, il attend que ça se passe, mais dans sa tête à lui, il ne peut rien faire, il a aucun pouvoir. Et c'est vrai que sur la fin, c'est là où il se dit bon, je vais prendre mes responsabilités, je vais prendre mon dragon et je vais y aller. Donc c'est intéressant d'avoir cette évolution-là. Et j'ai beaucoup aimé justement cette scène. C'est un gamin aussi. Enfin, Oui. c'est vraiment il est très très jeune, quoi. Tu vois, ça explique aussi qu'il se rebelle pas. Forcément, il a grandi avec son oncle. Il est très jeune, voilà, quoi. Tu vois, c'est encore un peu tôt peut-être dans sa vie pour qu'il se dise, je me rebelle et je brûle mon oncle. Mais voilà, même si... il a l'air d'être ado quand même. Ado, c'est typiquement le moment où tu te rebelles. Bon, mais c'est sûr. Il est jeune quand même. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette scène justement où quand une des premières fois on le voit, où t'as Ormond qui reçoit une lettre de Gwen. Je crois que c'est le moment où Gwen lui dit bon en fait le plan est foutu, on a perdu Vhagar, on sait pas ce qui va se passer. Et donc tu vois Ormond qui lit le truc, il pose le papier et tout de suite Daeron sent qu'il va se passer un truc, il dit à tout le monde ok, parez-vous, il va s'énerver, il va se passer un truc. Et donc ça montre à quel point il connaît son oncle, à quel point il a peur de lui, il est terrifié par ce qui peut se passer, quoi. Et il s'adapte en fonction de... il sait lire les signes avant-coureurs de la colère. C'est ça. C'est ça. Donc j'ai hâte de voir ça, de devoir reprendre du galon, je veux dire. J'ai hâte de voir aussi, j'espère qu'on va le voir avec ses frères, Aegon et Aemond, de voir un peu leur relation, parce que j'imagine qu'ils se sont jamais vus. Donc voir qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que l'acteur était ultra bien casté. Il ressemble de ouf à Olivia Cook. Il est super. Ouais, vraiment, il est top. Très très bon. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs bien castés, la petite qui joue Jaehaera, c'est la fille de l'actrice qui joue Elena en fait. Ah ouais? C'est vraiment sa fille. Ouais. Je trouve que ils font souvent ça, mais c'est toujours une très bonne idée parce que du coup l'enfant est à l'aise et en plus l'enfant ressemble à sa mère. Voilà, c'est parfait. De quel autre perso tu voulais nous parler? Je serais curieuse de savoir ce que tu as pensé d'Ormond. Autre nouveau personnage. J'ai trouvé que s'il était pas mal comme méchant parce que il met toi aussi t'es un peu comme Daeron, t'es un petit peu un peu tendu à te dire comment il va réagir l'autre taré là. Tu vois, il fait puis toujours en train de sentir des trucs carrément il est très sensible aux odeurs. Ouais. Et voilà, je trouve qu'il a de la prestance, c'était un méchant assez intéressant. Et toi? Moi j'ai pas du tout aimé. C'est vrai, tu l'as pas aimé? Ah ouais, il m'a saoulé à chaque fois qu'il était à l'écran. Mais parce que je trouve qu'il était un peu caricatural, genre le grand méchant. Oui. J'ai pas aimé le fait que lui aussi se prenne pour un dieu et dise non mais en fait les Targaryens vous êtes tous des monstres et nous les Hightower c'est nous qui sommes des dieux. Je trouve que ça c'est un peu redondant par rapport à Daemon par exemple. Donc j'aurais aimé avoir un autre angle pour ce personnage. Bon après si c'est comme ça dans les livres, on peut pas faire grand chose quoi. Je trouve que son truc avec les odeurs, au final, ça n'a pas du tout été exploité. Non, par contre, on sait pas, mais on le voit, mais ça ajoute un peu il est particulier, quoi, tu vois, et il est un peu dédaigneux de tout ce qui est en dessous de lui. Oui, mais je m'attendais à ce que, tu vois, surtout que Alicent donne l'information à Rhaenyra, donc je m'attendais à ce qu'elle s'en serve pour une action quelconque, tu vois, qu'il utilise les odeurs fortes pour pouvoir se faufiler. Enfin, s'il est juste hypersensible aux odeurs, je suis pas sûre que ce soit une arme de guerre non plus, tu vois. Ouais, mais je pense que t'aurais pu jouer dessus. Alors de quelle manière je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été intéressant d'appuyer là-dessus. En tout cas d'en faire quelque chose parce que là au final c'est un truc qui définit le personnage, mais en soi ça sert pas à grand chose quoi dans l'histoire, je veux dire. Non, c'est juste un petit truc pour lui amener un peu plus de chair quoi, tu vois. Après c'est vrai que ça a permis d'avoir quelques scènes assez rigolotes, tu vois, quand tu le vois vomir après avoir échappé à l'attaque des faux Baratheons, ou à la fin quand attends comment il s'appelle le loup gris, j'ai oublié, Lord Roderick, quand il perd son bras et que du coup il y a du sang qui finit dans la bouche d'Ormond et qu'il a c'est dégueulasse. Je trouve ça plutôt rigolo, mais à part ça c'est un personnage que j'ai vraiment pas aimé. J'aime bien son côté stratège par contre.
Je trouve que c'est un excellent stratège et du coup, je m'attendais absolument pas à ces différentes actions dans toute l'histoire, donc c'était intéressant, ça relançait bien l'intérêt et ça a permis de rester un petit peu sur notre fin. Mais le personnage en lui-même, j'ai vraiment pas aimé. Ah. Et je suis contente qu'il soit mort. Tant pis. Oui, par contre, sa mort était satisfaisante. Ouais. Pareil, un peu caricatural. Je trouve que ça faisait un peu Seven Kingdoms dans le ton, mais c'était quand même satisfaisant. Bon, alors, avant qu'on passe, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette saison, on va faire un petit point sur toutes les morts, mais avant ça, j'ai un petit jeu à te proposer. Ok. Alors, attends, faut que je retrouve le truc sur TikTok. Donc, j'ai vu une publication sur TikTok qui montrait les âges des acteurs. Et j'ai pris un coup de vieux dans ma gueule. Oh là là. Parce que bon, que le personnage qui joue Daeron soit plus jeune que moi, ok. Mais alors, ils sont tous tellement plus jeunes que moi. C'est vrai ? Ça m'a un peu... Donc, je me suis dit, je vais enregistrer cette publication, je vais faire deviner à Nat les années de naissance des acteurs. Ok, vas-y. Alors, Emma Darcy, qui joue Rhaenyra. Alors, je vais réfléchir par rapport à mon âge. Donc, moi, je suis 89. Moi, je la vois bien, cet âge-là. 88, 89, par là. 92. Le bébé. C'est ça. Fia Saban, qui joue Elena. Elle, je la vois bien plus jeune. Je dirais... Peut-être 95 98. Ah ouais. Okay. Là, tu vois, ce petit carrousel m'a fait faire... Là, 98. Non. Ah, lui, il a mon âge. Donc, Bethany Antonia, qui joue Bella. Ah, elle a l'air jeune, je trouve. Je lui donnerais genre la vingtaine, donc du coup, ça doit être dans les années 2000. Bon, alors du coup, 97. Quand même. Ah, voilà. Ok, quand même. Benjamin Evan Ainsworth, qui joue Daeron. Bon, lui, il nous enterre. Hein. Lui, il est né en 2015. Il est né en 2020. Je dirais... 2005, peut-être, ça lui fait quand même 20 ans, hein, 2005. Ouais. 2008. Ouf, ok. Il est genou. Hein. Et d'ailleurs, quand tu vois, là, j'ai une photo, c'est vraiment un bébé. Oh là là. Olivia Cook, donc, qui joue... Alicent. Elle, je lui dirais 89, 90 grand max. 93. Oh là 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 là. C'est surtout les adultes qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui me... Bon, allez, là, on revient dans nos contrées. Ouais. Matt Smith. Ah, Matt Smith. Attends. Non, je pense pas qu'il ait la quarantaine quand même. Je pense qu'un peu moins. Je dirais 80... Attends, par rapport à Emma Darcy. Emma Darcy, c'était quelle année ? Ah mince. 92, Emma Darcy. Ok, 90 alors, Matt Smith ? 91 peut-être ? 82. Il vieillit bien. Papy, c'est bon, voilà, c'est bon. Un quarantenaire, enfin. Ah, il vieillit bien, je pensais vraiment plus jeune. Il vieillit bien, Matt Smith. Il vieillit bien. Il est de ma génération, donc on est encore jeune. Je suis désolée, il n'y a pas de il vieillit bien. Harry Collette, qui joue Jace. Lui, il est méga jeune. Je lui donne la vingtaine aussi, donc je dirais 2003-2004, un truc comme ça. 2004, bravo. Hey. Bravo, ouais, un de juste. Clinton Liberty, qui joue Adam. Attends. Adam. Je lui donne la trentaine quand même. Donc je dirais 95 par là. 98. Ok, c'est pas très loin. Ewan Mitchell, qui joue Aemond. Ah, lui aussi, je lui donne la trentaine. Donc, allez, on va changer un petit peu, on va dire 97. Bravo. Allez. Allez, 2-2. James Norton, donc qui joue Ormond. Ah, lui, je pense qu'il doit avoir un peu le même âge que Matt Smith. Donc, 84 85, il est de la même année. C'est là. Ah.
Enfin des gens de mon âge. Fabien Frankel qui joue Christian Cole. Lui, j'aurais pensé qu'il était plus vieux. Hein. Ah ouais? Moi, j'aurais dit... je l'aurais mis à peu près comme... Pas plus jeune que moi, mais pas si loin, quoi. Moi, je pense pas qu'il ait la trentaine, déjà. J'aurais dit 27-28 par là. Donc, ça nous fait... Attends, on est en 2026, donc ça nous fait 98? 94. Ah ouais, quand même. Bah non, moi, tu vois, je lui aurais donné 38, quoi, un truc comme ça. Ah ouais, tant que ça? Bah ouais. Ok. Je sais pas. Mais c'est dur, hein, les âges. Hein. Ouais. C'est ultra dur. Bah, surtout à Hollywood, quoi. Bah oui. Là, un bébé. Hein. Archie Barnes qui joue, je sais même pas comment il s'appelle. Il joue le genou, celui dont le grand-père meurt. Il devient du coup le chef. Oscar Tully. Ouais, c'est ça. Ah oui, lui, il a l'air très jeune. Ouais. Je pense qu'il... Quoique, il doit avoir genre 15-16 ans, un truc comme ça. Donc, 15 ans, ça nous fait quoi, ça? 2010 à peu près? Eh ben non, 2006, il a 20 ans. Ah ouais, quand même, ok. Ouais, quand même. Tom Glyn Carney, donc qui joue Egon. Ah, lui... Je dirais 27-28 par là. Je le vois pas avoir la 30... Ou non, peut-être 32. Allez, 32. Ça nous fait quoi, ça? 26, elle est à 32. 98, 94. 95. Pas mal. Ouais. Phoebe Campbell qui joue Bella. Ouais, je pense qu'elle est jeune. Non, pas Bella, Rena. Ouais, 2003. 97. Ah, elle est plus âgée, tiens. Ok. Et enfin, Freddie Fox qui joue Gwen. Ah, lui, c'est dur de me donner un âge. Ah, puis alors là, j'ai les photos sous le nez, il fait vraiment jeune. Hein. Ouais. Bon, je dirais la trentaine. Donc, 95 par là. Eh ben non, 89. Oh! Ouais, il fait vraiment super jeune. Ah hein. ouais. Voilà, c'est tout. Bravo. J'ai vu passer un mème sur Threads. Tu sais, t'as un screen d'un plan où tu vois Lord Roderick, donc le loup gris, là, à côté d'Oscar Tully. Et le mème, c'est genre un millénial et un Gen Z qui s'unissent contre l'IA. Et j'étais comme, mais le millénial, il a des cheveux méga gris, c'est n'importe quoi. Franchement, les gars. On a des cheveux blancs, mais pas à ce point. Pas à ce point-là. Non, n'abusez pas. Mais non, mais je te dis, personne ne sait quel âge ont les millénials. Soit on pense que C'est ça. ils ont 50 ans. C'est des boomers. Même pas les boomers n'ont pas 50 ans, ils ont beaucoup plus. Ouais. Enfin, soit on pense qu'on a 50 ans, soit on pense qu'on a encore 20 ans. Mais non. C'est ça. Ou alors, parfois, on nous insulte, on nous traite de boomer. C'est ça. Burger King. Je sais pas si vous avez vu la campagne de Burger King avec Charmed et Beverly Hills et tout ça en disant Boomer King. Non, c'est pas des trucs de boomer, ça. N'importe quoi. Charmed et Beverly Hills, c'est pas quand même presque pas la même génération, quoi. Ouais. K2000, je dis pas, mais Charmed quand même. K2000 et Charmed dans le même truc pour la même génération, on appelle ça des boomers. T'es là, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est clair. Je pense qu'ils ont fait exprès pour nous énerver, c'est sûr. C'est ça. Bref. Est-ce qu'on parle des morts, tous les morts Bon, on a la mort de Kristen Cole. On était content de le voir mourir. Fantastique. Et puis j'ai bien aimé qu'il meure pas dans une bataille. Exactement. Tu vois, je voulais pas qu'il ait une mort trop noble. Ouais, exactement. C'était fantastique de le voir jusqu'à la fin vouloir se battre et non, on va pas se fatiguer. Allez, bam. Magnifique. Par contre, j'ai bien aimé l'évolution du personnage cette saison. Et j'avais entendu que Fabienne Frankel s'était un petit peu plaint dans la presse en disant que son personnage avait été un peu massacré et qu'il n'était pas mis en valeur. Et je trouve qu'au contraire, il a une belle rédemption où tu vois qu'il est un peu traumatisé par tout ce qu'il a dû à la guerre, que les dragons, ça l'a vraiment fait basculer et qu'il a ce truc de se dire, en fait, je vais mourir sur le champ de bataille parce que j'ai nulle part où aller. Et il fait d'ailleurs un lien avec son origine de Dorne en disant, je veux mourir unbound, unbent. Donc je trouve ça cool, je trouve qu'il a une bonne montée en puissance et puis la fin était assez jouissive donc c'était parfait. Oui, ouais. Bon, la mort de Jace, c'était triste. Ouais. Est-ce que tu t'as été surprise? Oui, je m'y attendais pas du tout. Surtout que ça arrive dans les dernières secondes de l'épisode, tu vois, OK, il est en mauvaise posture, OK, il est dans l'eau, OK, il est sur un radeau et bim, une flèche, deux flèches, trois flèches, ah d'accord. OK, super. Ouais, moi je me souviens quand j'avais lu le livre,
à ce moment-là, mais j'avais vraiment tellement d'empathie pour Rhaenyra, quoi. J'étais vraiment beaucoup d'émotions. J'étais là, mais waouh. Parce qu'en plus, c'est encore pire dans le livre, du coup, vu qu'il y a le petit qui disparaît en mer. T'es là, waouh, intense, quoi. Et ouais, c'est triste. Et c'est vrai que ça vient d'un coup, quoi. Ouais, mais c'était bien, ça fait un petit moment, un petit moment waouh, juste avant la fin de l'épisode, c'était cool. Ouais, carrément. Puis ça rebat les cartes, quoi, parce que c'est lui qui est derrière, qui est l'héritier direct du trône, quoi. Donc, qui on a d'autres? On a Lohar aussi. Alors, qui? Lohar, la chef des Traiarchy. Ah oui, c'est vrai, oui. J'étais tellement contente de sa mort. Je trouve que c'était un personnage méga caricatural aussi. Oui, c'est vrai, ouais. C'était cool. On a eu Jason Lannister, dont ils ont coupé la tête, et Tyland. Alors, je les confonds toujours, mais je crois que c'est bien les bons prénoms. Tyland, qu'on voit tomber à l'eau avec son armure. Alors, on le voit pas mort, mais quand il est tombé, je me suis dit, non, il est pas mort. Pas sûr qu'il soit mort quand même. Mais bon, il vient de tomber à l'eau avec une armure. C'est mal barré pour sa gueule, mais il était pas mort. Et j'ai bien aimé quand on l'a vu revenir. Je me suis dit, allez. Il a de la ressource, le petit. Ouais, c'est clair. Mais bon, son frère, lui, s'est fait couper la tête. Ouais. Pas de peau. Bon, et puis on a eu Elena et Ormond, on en a déjà parlé. Ouais. Et pour les morts principales, je crois que c'est à peu près... Il y a forcément eu plein d'autres morts, mais est-ce que c'était des personnages vraiment importants? Pas forcément. Pas, non, je pense pas. Je sais réfléchir aussi, mais... Ah si, moi j'avoue, j'étais triste de voir Simon Strong mourir. Je l'aimais bien, ce petit vieux, là, tout mignon à Harrenhal. Daemon débarque. Je prends le château. Oui, très bien, allez-y, asseyez-vous. Très bien, allez-y, prenez-le. Je te tue quand même. Bah oui, mais non. Ouais, c'est vrai. J'aime bien comment il résiste pas du tout à l'envahisseur. Allez-y, prenez-le, ça change toutes les semaines. Est-ce que vous voulez un peu de caille? Je vous sers de la caille, si vous voulez, allez-y. D'abord avec Daemon et puis ensuite avec Aemon de derrière. Je trouvais ça triste qu'il meure. Mais c'est vrai que le moment où tu le vois se rapprocher de Aemond et poser sa main sur son épaule en mode mon petit, t'inquiète pas, j'étais comme non mais là non c'est bon, c'est fini. Tu sais pas qui t'as affaire, mec, fais gaffe. Est-ce qu'on passe au moment fort de cette saison? Ouais, allez. Bon, je pense que un des plus forts, c'est le premier épisode avec la bataille du gosier, la mort de Jace. Rhaena qui arrive avec Ship Stealer et il est terrifiant, j'ai trouvé, ce dragon. Il a vraiment une gueule, il fait peur, quoi. Et en plus, il a l'air incontrôlable, donc il est vraiment terrifiant. Et il y avait tout ça dans ce premier épisode. Ça, pour moi, c'est un des moments les plus forts de la saison, quoi. Ensuite, moi, j'ai noté Rhaenyra qui découvre la dépouille de son fils. Je trouve que cette scène était poignant et c'était ultra bien joué, ultra bien écrit. J'ai eu les larmes aux yeux en la voyant. Tu vois, la première chose qu'elle dit, c'est What have you done? Donc elle lui parle comme s'il était vivant. Et sur le coup, je me suis dit ça y est, elle va péter un plomb. Ça y est, sa santé mentale. Là, il y a un switch qui se fait. Et puis toute cette scène-là était vraiment très très forte. Dans l'épisode 2, si j'ai noté l'arrivée et la progression de Daemon et Rhaenyra dans King's Landing, je trouve que c'était un beau moment d'action. Moi, Ah, t'as pas aimé? Ouais. J'ai noté que c'était un peu underwhelming, je sais pas comment le dire en français. Pas aussi fou. Pas aussi fort que ce que j'aurais voulu, quoi. Ah ouais? Je pense que c'est un moment qu'on attend depuis le début et ouais, ça a pas été assez fort pour moi. Ah, moi, j'ai adoré les voir arriver sur leur dragon, descendre de leur dragon et marcher comme s'ils étaient en terre conquise déjà. Le moment où ils se retrouvent face à la garde du royaume, du château, et qu'ils se sont en mauvaise posture, et puis finalement, t'as les Goldclaw qui arrivent dans leur dos, et puis t'as un moment de flottement, et puis en fait, non, c'est bon, c'est plié, quoi. Le fait que Daemon soit méga protecteur avec Rhaenyra, en plus, et Rhaenyra qui a l'épée de son fils, enfin, je trouve qu'il y avait plein de moments très forts dans cette scène-là. Mais bon, si t'as pas aimé, moi c'est dans mes moments forts. Pas vraiment que j'ai pas aimé, mais un peu moins, pas aussi fort que ce que je m'attendais. Qu'est-ce que t'as d'autre, toi? Alors du coup, j'ai des trucs dont on a déjà parlé. J'ai mis la mort de Cole, j'ai mis la résurrection de Sunfire, les rats donnés aux nobles. Ouais. Et j'ai mis la trahison de Ulf. Ah oui. J'ai vraiment adoré cette scène où les deux camps pensent qu'il est de leur côté. Et tout le monde le cherche. Et tout le monde pense qu'il est de leur côté. Et t'es là, non, il trahit tout le monde. Là, il en a plus rien à foutre de rien, je crois. Surtout, ce que j'ai trouvé fou, c'est que chacun l'inclut dans ses plans, mais personne ne prend la peine d'aller lui en parler. T'es comme, mais
comment ça tu fais un plan et après tu te rends compte qu'il a disparu? C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc, ouais, c'était cool ça. Mais je trouve que le basculement de Ulf, c'était assez dur parce que je trouve que toute la saison, il était touchant de voir que, en fait, il se rend compte qu'il a le pouvoir mais qu'il est pas heureux et que lui, il veut retourner à sa vie d'avant, revoir ses amis, etc. Donc, je trouve que ces moments-là, il était très touchant. Et de voir à quel point il est pas considéré par les nobles qui, de toute façon, le considèrent toujours comme un bouseux. Mais le voir brûler tout le monde et tout, j'étais comme, oh, tu vas un peu loin, là. Non, c'est pas ça. Et en même temps, je trouve que dès le début, où il arrive, on sent que ce gars, il est pas fiable, quoi. Oui, et que clairement. faut pas lui confier un dragon. Et faut pas dépendre de lui pour gagner la guerre, quoi. Enfin, tout de suite, autant tu vois Adam et Hugh, eux, tu te dis, oh, ils ont l'air d'être des mecs solides et fiables et loyaux, tu vois. Mais alors, Ulf, dès le début, tu te dis, ce gars-là, on peut pas compter dessus, quoi. Enfin, il y a une pinte de bière, il te quitte, quoi. C'est clair. Ouais. Mais voilà, avec quand même cette raison, t'es là. Et c'est vrai de le voir, à quel point il se rend compte qu'en fait, il a beau avoir un dragon, il reste un mec du peuple dont personne n'a rien à foutre, quoi. Ouais. Et qu'il compte pas vraiment, quoi. Et en même temps, il est aussi un peu... il veut tout de suite un château, un machin et tout, tu vois, il est là, aussi, vas-y par étapes dans tes réclamations et arrête de te comporter comme si t'étais chez toi, tu sais, c'est dans la saison 2 où quand ils arrivent à Dragonstone, lui, il est là, c'est bon, maintenant j'ai un dragon, donc en fait, c'est moi le roi, je mets les pieds sur la table et je claque du doigt pour que les serviteurs arrivent, tu vois, t'es un peu là, mec, tiens-toi quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment où, dans la saison 3, il va voir Rhaenyra avec des requêtes. Et qu'en fait, c'est que des requêtes pour ses potes. Et c'est des trucs nuls, en plus. T'es comme, alors lui, je voudrais l'absoudre, lui, je voudrais peut-être une maison. Mais ça en dit long sur son personnage, parce qu'il demande rien pour lui directement. C'est vraiment pour ses potes, quoi. Ouais. Et puis après, ce moment où, justement, quand il va se faire adouber et que Rhaenyra lui dit, alors ça va être quoi ton nom? Il dit Targaryen avec un grand sourire. Bah oui. Ah non, certainement pas. Non. Tu redescends tout de suite. On va se calmer. C'est clair. C'est clair. Moi, dans les moments forts, j'ai noté le combat de dragon dans l'épisode 7 que j'ai trouvé incroyable. Vraiment, il y a eu ce moment où j'ai même eu peur pour Daemon, tu sais, quand t'as les dragons qui se battent entre eux, Rhaenyra et Rhaena qui s'en vont, Daemon qui dit à Adam va escorter la reine et du coup qui dit je m'en occupe. Et je trouve que c'est un truc assez parlant, tu vois, quand t'as un personnage que t'aimes bien qui reste et qui dit je m'en occupe, tu dis oui. Toi, tu vas nous quitter. Toi, c'est chaud. Ouais. Donc, puis surtout quand t'as plusieurs personnages principaux qui sont morts. Ouais, c'est ça. Tu te dis, qui va mourir ensuite, en fait? Est-ce que d'autres gens vont mourir? Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé ce moment, ne serait-ce que déjà pour les effets spéciaux, je trouve que c'était fou, mais même pour l'histoire que ça raconte, je trouve que c'était un des meilleurs moments de la saison. Sur ma liste, j'ai aussi Daemon qui revoit Rhaena. Je dirais pas que c'est un moment fort, mais je trouve que c'est un moment intéressant où tu vois que pour la première fois, il montre de l'affection pour sa fille et son premier réflexe, c'est de dire viens avec moi, je vais t'aider. Je trouve que ça, c'est chouette d'avoir un petit peu cette profondeur sur ce personnage-là. Daemon et Rhaenyra qui parlent valérien dans le High Sept, là, c'était magnifique cette scène aussi. On en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre, mais fantastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le discours d'Aegon. La résurrection d'Aegon et Sunfire, quoi. Magnifique. Larys qui dit à Aegon aussi, arrête de te plaindre, en fait, t'es né avec une pierre en or et t'as tout foiré, quoi. Je trouve que c'était fort parce que même si tous les deux sont diminués, ils sont sur la route, ils ont plus vraiment leur cours et leur pouvoir respectif. Le fait pour Larys de dire ouvertement à Aegon, en fait, vous êtes un mauvais roi et vous êtes une mauvaise personne, je trouve que c'était assez fort et il a pris son courage à deux mains, quand même. Ouais. Et je pense que ça a fait un déclic aussi auprès d'Aegon, donc c'est chouette. Ouais. Voilà. Et j'ai noté aussi les retrouvailles entre Aegon et Aemond. C'était magnifique. Oui, c'était pas mal. C'est quoi tes attentes pour la saison 4 qui du coup arrivera dans 2 ans, j'imagine? Dans 2 ans, ça va être beaucoup trop long. Et qui sera du coup, la saison 4, c'est la dernière saison, ça a été annoncé que ce serait le final, quoi. Ouais. Donc, voilà, un peu la résolution de cette guerre. Est-ce que tu as des prédictions, des envies? J'ai envie de voir Rhaenyra encore plus basculer. Je trouve que dans ce dernier épisode, déjà, on la voit passer du côté obscur.
Il y a d'ailleurs je trouve, j'ai ressenti des parallèles avec du Game of Thrones, tu vois, le discours de Rhaenyra, le discours de Daenerys. Même dans la réal, quand on voit le chaos dans Tumbleton, ça rappelle un peu le chaos de King's Landing. Il y a plein de parallèles comme ça. Donc j'ai envie de la voir encore plus basculer. Est-ce que j'ai envie qu'elle reste sur le trône? Je ne sais pas. Parce que d'un côté, ça serait cool parce que je suis Team Black. Mais d'un autre côté, ça serait un peu ennuyeux qu'elle reste sur le trône et qu'elle ne le perde pas et qu'il n'y ait pas vraiment de challenge. Et puis on sait que Aegon et Aemond vont arriver, donc bon, il faut qu'ils trouvent des gares, mais je pense qu'il va se passer des trucs, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver encore? Je sais pas bien ce que j'attends pour Alicent. Je trouve que cette saison, elle n'a pas vraiment brillé. Donc, je sais pas ce qu'on pourrait attendre d'elle. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai pas noté grand-chose sur elle, tu vois, donc... Non. Daemon, toujours au top, s'il vous plaît. Je veux pas que Daemon meure, merci. Oh non, jusqu'au bout du bout. En plus, à un moment donné... Jusqu'au bout du bout. Je veux que ce soit lui sur le trône à la fin. Voilà, merci. En plus, à un moment donné, Alice dit qu'il va mourir à Harrenhal, donc bon, on n'y est pas du tout, donc c'est bon, très bien. Il va mourir quand il sera vieux, dans longtemps. Ne va jamais à Harrenhal. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? J'ai rien d'autre qui me vient, là. Bon, du coup, je te demande pas ce que... Quoi que si, tu peux dire un peu ce que t'attends, même si t'as Lily, mais qu'est-ce que t'aimerais voir? Moi, en fait, j'avoue, j'ai un peu peur pour la dernière saison. Ah ouais? Parce qu'en fait, je trouve qu'il reste beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai d'ailleurs fait une petite liste. N'ouvre pas mes notes. J'ai mis des codes, j'ai juste mis des lettres pour les prénoms, mais quand même, on peut deviner des choses. Ok. Et j'ai noté 8 événements que je trouve très importants pour l'histoire. Ok. Et qui doivent arriver pour conclure l'histoire, quoi. Donc, dans une saison de 8 épisodes, je sais pas si on va voir les 8. Ça fait beaucoup, un par épisode, tu vois. Il y en a peut-être qui vont être groupés aussi, mais j'ai peur qu'ils écourtent un peu ou qu'ils suppriment certains trucs, quoi. Ouais. Ou peut-être qui est normal, mais du coup, j'ai peur que moi, ça me fasse ressentir que l'histoire est moins riche et moins intéressante en enlevant. C'est des trucs que je trouve importants, quoi, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire une espèce de fin ouverte, pas aller jusqu'au bout de l'histoire et laisser un peu. Ouais, je me demande aussi où ils vont s'arrêter. Parce que, en fait, House of the Dragon, c'est une partie d'un livre très très gros. Et après, il y a encore. On continue sur les générations suivantes, en fait, dans le livre, tu vois. C'est juste un bout. C'est pas. La fin de la série ne va pas être la fin du livre dont il est tiré, en fait, tu vois. Donc, il y a un peu un choix de dire. On considère que c'est quoi la fin de ce cycle-là. Donc moi, je la mets à un endroit, mais ça se trouve, eux, ils la mettent ailleurs, et du coup, ils dégagent certains trucs, mais moi, je trouve important d'aller là où moi, je pense, parce que ça amène, ça amène pour moi, la vraie conclusion, c'est de savoir, il se passe quoi dans la génération suivante, tu vois. Ouais, surtout que ça a été vendu comme c'est le début de la fin des Targaryens. Et là, en fait, quelle que soit l'issue, ça reste un Targaryen sur le trône. Que ça soit Rhaenyra ou Aegon, c'est un Targaryen. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile de comprendre exactement pourquoi c'est la fin des Targaryens avec parce ces que c'est la fin des... Enfin, je crois pas que ce soit un spoiler, c'est vendu comme ça. C'est parce que c'est la fin des dragons, quoi. Oui, mais... Tu vois, c'est ça, donc c'est la fin de leur pouvoir. Oui et non, parce que tu vois, dans Seven Kingdoms, ce qui se passe 100 ans après, ils sont encore sur le trône, quand même. Donc, ouais, mais ils ont plus le pouvoir du dragon. On voit bien qu'ils sont en difficulté, tu vois, 100 ans après. Vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est décisif dans l'histoire des Targaryens, parce que c'est le moment où ils commencent à sérieusement perdre leur dragon, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, je me demande comment on arrive à la fin des dragons, parce que il me semble que dans Game of Thrones, ça a été évoqué, genre, au bout d'un moment, on les a enfermés, et puis... à force, ils ont rapeti, comment on dit? Ils ont été de plus en plus petits, quoi. Ils étaient petits. Voilà, jusqu'à terminer sur la taille d'un chien. Donc c'est vrai que tout ça, j'imagine que ça s'est passé en une nuit, donc faudrait voir un peu comment est-ce qu'ils perdent leur dragon, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de les enfermer? Ouais. Je sens que tu veux dire des trucs. Je peux pas dire. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui doivent arriver dans cette dernière saison, et du coup je me demande qu'est-ce qu'ils vont enlever, et j'espère qu'ils vont pas enlever des trucs que je trouve importants. Ouais. On verra bien. Mais bon, rendez-vous dans 2 ans, ça va être long, ça va être long. Ou ça se trouve, ils vont nous faire encore des épisodes d'1h30, là, je déteste ça.
Ah, moi j'adore, c'est comme des films, c'est trop bien. Bah non, justement, moi je regarde des séries, sinon je regarde des films en fait. Si je regarde une série, c'est parce que je veux que les épisodes soient courts. Donc t'es pas chaud pour les films d'Egon? Parce que ça va être, à mon avis, ça va être long aussi. Bah si, si c'est fait pour être un film, c'est un je vois. film, tu vois, Ouais, ou je c'est vois. une trilogie de films. Ouais. Mais c'est pas 8 films. Enfin, tu vois, Ouais. ça n'a pas de sens. Enfin, c'est une série en fait, donc c'est une série, c'est des épisodes courts. Si vous voulez faire des films, faites des films. Moi, j'aime trop les épisodes longs. J'aime bien quand ça dure plus d'une... Enfin, surtout quand c'est un truc comme ça où c'est vachement dense, tu vois, au final, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et tu vois, comme tu le dis, il se passe beaucoup de choses, mais ils ont enlevé beaucoup de choses aussi, donc c'est un univers quand même qui est vachement dense. Bah, Mais moi, je avoir un truc un peu préférerais long, quoi. clairement avoir une saison qui dure, je sais pas, 14 épisodes Ouais, grave, ça de serait 40 tellement mieux. minutes. Ouais, De je suis 40 d'accord. minutes, tu vois. Plus des épisodes d'une heure, j'y trouve trop long. Je les trouve trop longs. Ouais, mais après, je me dis, en termes de budget, j'imagine que c'est compliqué. Et puis en termes de stratégie aussi, hein, c'est pas, à mon avis, il n'y a pas que le budget qui joue, mais ouais, compliqué. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Oui, je voulais dire une chose. Oui. Du coup, on en a parlé au début, mais on n'a pas répondu. Enfin, si, moi j'ai répondu, mais pas toi. Quand on parlait dans notre point série du mois de juin, qu'on voulait pas révéler de spoiler, de quoi tu parlais? Parce que je me souviens, t'as dit, il y a un personnage qui est pas censé être là ou qui est pas trop développé et tout. De qui tu parles? Le fait que dans les bouquins, c'est pas Rhaena qui a Chip Stealer, ou du moins c'est pas sûr, c'est un personnage qui s'appelle Nettles, c'est ça? C'est pas Rhaena, ouais. C'est Nettles, c'est ça qui s'appelle? Oui, c'est ça, ouais. Mais j'avais entendu qu'il y avait un doute comme quoi potentiellement Nettles était lié à Daemon, ça pourrait être peut-être sa fille ou quoi, donc bon. Ouais. Je pense qu'ils ont un peu mixé ça, quoi. Mais oui, effectivement, on parlait pas du tout de la même chose. Du tout. Ouais, du tout. Il y a vraiment eu un moment, je t'entendais parler, j'étais là, mais on parle pas de la même chose, en fait. Dernier truc que je voulais rajouter, je suis en train de voir mes notes et bon, j'avais fait des notes de 3 km. On va quand même couper. Mais c'est toujours comme ça avec les trucs de Westeros. Je trouve qu'il y a toujours 3 millions de trucs à dire. J'étais tombée sur un post sur YouTube, un short d'une interview des acteurs au moment de la première, et quelqu'un leur a posé la question de demander « Donnez-nous 3 mots qui résonneront différemment quand on aura vu la saison ». Et je trouve que c'était chouette parce que, bah, du coup, le fait de le revoir maintenant, tu tiltes tout de suite. Alors, il y en a certains qui ont dit des trucs pas fous, genre l'acteur qui fait Jace qui dit Bloody Fire and Dragons. Oui, bah ok, super, oui, quoi. Bah oui, ouais. Évidemment. Steve Toussaint aussi qui fait Corlys qui dit Rage, Violence et Betrayal. Oui, ok, bon. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Olivia Cook. Je trouve que c'est la seule qui a vraiment joué le jeu. Et quand tu revois maintenant, tu dis ah ouais, ok, je comprends ce que tu voulais dire. Elle a dit Lock your windows. Donc, fermez vos fenêtres. Effectivement. Oui. R.I.P. Elena. Ouais. Et puis, d'autres petits trucs que j'ai vus et que je vous mettrai dans les ressources, que je trouve cool, si vous aimez bien fouiller aussi. Il y a des vidéos. Alors, forcément, comme chaque année, il y a des making-of qui sont sortis. Et donc, des vidéos qui expliquent un peu comment les costumes ont été faits, notamment celle de... J'en ai passé une de InStyle sur YouTube qui montre comment l'armure d'Aemond a été faite. Et c'est incroyable. Je trouve ça vraiment passionnant à regarder. Donc voilà, je vous mettrai des petites ressources comme ça si vous voulez creuser un peu plus. J'ai été très déçue cette année parce que j'en parle beaucoup. Enfin, j'en ai parlé sur Seven Kingdoms. Normalement, il y a la chaîne Halfshift sur YouTube qui fait des débriefs chaque épisode et qui explique un petit peu, qui fait le lien avec le livre et tout. Et là, cette année, il a pas fait ces petites vidéos. Donc j'étais très très déçue. Je les attendais avec impatience. J'ai même mis un petit commentaire pour dire c'est prévu que ça sorte ou... Mais visiblement, ça va pas se faire. Il fait des streams de 3 heures et j'étais comme oui bon, j'aime beaucoup Westeros, mais je vais pas regarder 3 heures de stream. Non, c'est mort. Donc malheureusement, on reste un peu sur notre faim. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les ressources? Un petit fan edit que je trouve rigolo fait par HBO Espagne. Un petit fan edit de Daemon pour dire à quel point Daemon est cool. Voilà. Je le mettrai dans les ressources aussi. Très bien. Est-ce qu'on a tout dit? Ouais, je crois qu'on a tout dit. Tout ce qu'on pouvait dire, parce qu'on est déjà à 1h30. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Voilà. Exactement. Bon, bah, vous pouvez aussi nous dire ce que vous en avez pensé sur blablasérie.podcast sur Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok. Et si vous aimez pas les réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer un petit mail, blablasérie.podcast@gmail.com. On sera ravis de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous avez aimé cette saison, un peu plus comme moi ou un peu comme Chloé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on a oublié des personnages aussi? Parce qu'en fait, on a dû faire des choix. De qui vous auriez aimé qu'on parle?
Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast, laissez-nous un avis avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide à nous faire connaître et ça nous fait plaisir. Exactement. La semaine prochaine, on revient avec du Buffy. On aura un épisode spécial avec un invité et on va un peu parler comme pourquoi Buffy c'est une série qui touche toutes les générations et qui reste universelle même 30 ans après sa première diffusion. Ouais, pour la petite histoire, notre invité nous a contacté sur les réseaux en nous disant voilà, j'ai une idée de thème autour de Buffy, donc effectivement on va explorer un peu comment est-ce que c'est perçu d'une génération à l'autre. Ça va être chouette. En plus, ça fait écho avec Buffy, tiens, à chaque génération, tout ça. Ça va être chouette. Mais voilà, exactement. Exactement. À chaque génération, un fan de Buffy. Exactement, voilà. Pour le moment, Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur Threads, @tuto Pinterest, TUTOS Pinterest. J'ai toujours pas fait de compte pour Blabla Série. Je crois pas que je le ferai. Donc voilà, si vous voulez venir parler de série, ça va être sur Threads avec mon compte. Et toi, Chloé ? Sur Substack, Chloé Chenet, CHLOE-CHENIS, c'est ma newsletter qui s'appelle La Chronique et dedans je parle des réflexions sur la vie et tout ça, quoi, de ce qui me passe par la tête sur le moment. Parfait. Bon, on se dit à la semaine prochaine alors. Bah ouais, la semaine prochaine. Salut.